Je regardais ma propre mère. Elle était allongée sur ce lit d'hôpital. Ma belle-mère m'avait appelé 30 fois. Elle exigeait que je rentre à la maison. Je devais préparer le grand banquet familial, organisé en l'honneur du défunt grand-père de mon mari, assis à mes côtés. Mon mari m'avait tout de suite dit « Reste auprès d'elle. Je m'occupe du reste. » Dad, l'odeur tenace du désinfectant envahissait le couloir. Nous étions au 3e étage, dans l'unité de soins intensifs de cardiologie de l'hôpital Louis Pradel. À Lyon, le bip régulier du moniteur cardiaque, provenant de l'autre côté de la porte vitrée, me brûlait le cœur. J'étais recroquevillée sur une chaise. Près du lit, je tenais fermement un bol de soupe encore fumante entre mes 2 mains. Mes yeux n'osaient pas quitter ma mère une seule seconde. Elle était là, si fragile. En l'espace de quelques jours d'hospitalisation, son corps avait dramatiquement maigri. Son visage, autrefois si plein de vie, était maintenant d'une pâleur effrayante. Ses lèvres étaient sèches et gercées. Ses bras étaient couverts de perfusion, après une opération à cœur ouvert qui avait duré près de 4 heures. Elle n'avait presque plus aucune force. Quand ma mère fronçait légèrement les sourcils sous l'effet de la douleur, je sentais mon propre cœur se serrer. Depuis le matin, je n'avais rien avalé d'autre que quelques gorgées d'eau provenant du distributeur du couloir. Mais je ne ressentais aucune faim. Je ne ressentais que de la peur. J'avais peur que le médecin prononce de nouveau mon nom. Peur de devoir entendre une nouvelle encore plus terrible. Le médecin venait de m'informer des risques de complications et des traitements anticoagulants. Ma tête bourdonnait encore. Incapable d'assimiler toutes ces informations. Élodie, s'il te plaît, essaye de manger un peu. J'ai pris une cuillerée de soupe. J'ai soufflé dessus pour la refroidir. Puis je l'ai approchée de ses lèvres. Ma mère a essayé d'avaler. Mais c'était si difficile que sa gorge s'est nouée. La voir dans cet état m'a fait monter les larmes aux yeux. Toute sa vie, ma mère avait travaillé dur pour m'élever. Elle n'avait jamais permis que sa fille soit privée d'un seul repas. Mais aujourd'hui, elle était clouée sur ce lit d'hôpital, flottant dans une blouse beaucoup trop grande pour elle. C'est exactement à ce moment-là que mon téléphone s'est mis à vibrer, sans arrêt dans ma poche. Au début, j'ai cru que c'était un appel du bureau, car j'avais pris un congé à la dernière minute. Mais comme mes mains étaient occupées à tenir celles de ma mère, je n'ai pas pu répondre. Le téléphone s'est arrêté quelques secondes, puis a repris de plus belle. C'était tellement insistant qu'une infirmière qui passait par là m'a jeté un regard inquiet. Je me suis excusée d'un signe de tête et j'ai continué à donner la soupe à ma mère, environ 10 minutes plus tard. Ma mère s'est endormie, épuisée. J'ai doucement remonté sa couverture et je suis sortie dans le couloir avec mon téléphone. En regardant l'écran, je suis restée figée. 30 appels en absence. Tous venaient de ma belle-mère. Chantal, mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. L'intuition que quelque chose n'allait pas n'avait même pas eu le temps de se former que le téléphone a sonné à nouveau. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai appuyé sur le bouton pour répondre immédiatement. Cette voix aiguë et familière a retenti à l'autre bout du fil. « Mais où es-tu ? Ça fait 1 heure que je t'appelle à faire chauffer le téléphone. » Et tu ne réponds pas, par peur de déranger les autres patients. J'ai baissé la voix, me dépêchant de répondre. « Je suis désolée. Chantal, ma mère a dû subir une lourde opération du cœur. Je suis avec elle à l'hôpital. Je ne peux pas encore rentrer. » Oh, à peine avais-je fini ma phrase qu'elle m'a coupée en hurlant. « Ta mère est couchée sur un lit. Elle n'est pas morte que je sache. Pourquoi dois-tu rester collée à elle en permanence ? Rentre immédiatement. La famille va bientôt arriver. » Et personne n'a encore touché au plat pour le grand repas dans le jardin. Je suis restée paralysée. Là, au milieu de ce couloir glacial, ces mots ont eu l'effet d'un seau d'eau glacée jeté en plein visage. Je savais que ma belle-mère ne m'appréciait pas. Je savais qu'il était toujours difficile de gérer ses humeurs. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle puisse parler de ma mère de cette façon, surtout dans un moment pareil. J'ai essayé de garder mon calme. « Chantal, ma mère sort tout juste du bloc opératoire. Le médecin n'autorise même pas les membres de la famille à s'éloigner. »« And to see » Elle m'a interrompu sèchement. « Mais quelle espèce de belle fille es-tu ? Ce grand repas à la mémoire du grand-père de ton mari n'a lieu qu'une seule fois par an. Tu restes à l'hôpital exprès, pour fuir tes obligations. S'il manque des plats sur la table aujourd'hui, ne viens pas pleurer que c'est de ma faute.
Une boule s'est formée dans ma gorge. Toute ma tristesse semblait y être coincée. J'ai regardé à travers la vitre de la chambre. Ma mère était immobile sur son lit, le visage livide sous la lumière blafarde. Alors que je ne savais toujours pas quoi répondre, Maxime est arrivé de la pharmacie. Il tenait un sac de médicaments dans une main et une pile de papiers administratifs dans l'autre. Être parce que la voix de Chantal était trop forte. Il s'est arrêté un instant, avant même que je puisse prononcer un mot. Un autre cri a retenti à l'autre bout du téléphone. Dis-lui de revenir immédiatement. Ne laissez pas toute une famille attendre après une seule femme. Maxime s'est approché et m'a doucement pris le téléphone des mains. Sa voix était calme, mais d'une froideur glaçante. Élodie reste ici pour s'occuper de sa mère. C'est moi qui vais gérer le repas de famille. Il y a eu un silence de quelques secondes à l'autre bout. Puis, Chantal s'est presque mise à crier. Tu défends ta femme au point de nous humilier devant toute la famille. Maxime s'est redressé au milieu du couloir de l'hôpital. Ses yeux se sont assombris. L'humiliation. Ce n'est pas le manque de nourriture sur une table. Il a articulé chaque mot très lentement. L'humiliation. C'est forcer une femme à abandonner sa propre mère gravement malade pour aller servir des oncles et des tantes. J'étais debout. À côté de lui, je tenais toujours le sac de médicaments. Mon nez me piquait. Pas parce que j'étais faible, mais parce que, pour la première fois en 4 années de mariage, quelqu'un mettait enfin des mots sur tout ce que j'avais avalé en silence. À l'autre bout du fil, Chantal semblait suffoquer de rage. Très bien, si elle ne rentre pas aujourd'hui, et ne t'étonne pas si toute la famille apprend quel genre de belle-fille elle est vraiment. Nom Rosette. Et sur ces mots, elle a brutalement raccroché. Le couloir a retrouvé son silence. Mais mon cœur, Louis, était en plein chaos. Je connaissais le caractère de ma belle-mère. Elle ne reculait jamais. Surtout quand son propre fils osait la contredire pour défendre sa femme. J'ai regardé Maxime et je lui ai chuchoté. Je devrais être y aller juste un instant. Puis je reviendrai. Antemises. Maxime a immédiatement secoué la tête. Il a posé une main sur mon épaule. Et sa voix s'est adoucie. Tout reste ici. Près de ta mère? Inzef. Puis, il m'a regardé droit dans les yeux et a ajouté lentement. Aujourd'hui, je vais montrer à toute la famille qui a vraiment dépassé les bornes. Sabizero. À ce stade de l'histoire, vous l'aurez sans doute compris ce qui s'est passé. Ce matin-là n'était pas un incident isolé. C'était simplement la goutte d'eau qui faisait déborder un vase plein depuis très longtemps. Pour être plus précise, j'aimerais revenir quelques années en arrière. À l'époque où je croyais encore naïvement qu'en étant gentille et dévouée, la famille de mon mari finirait par voir la sincérité de mon cœur. Je m'appelle Élodie. J'avais alors 34 ans. Et j'étais mariée à Maxime depuis presque 4 ans. Si un regard extérieur s'était posé sur nous, il aurait probablement pensé que j'étais une femme chanceuse. J'avais un emploi stable, un mari mature. Notre vie de couple n'était pas remplie de luxe, mais elle était confortable et paisible. Maxime n'était pas un homme doué pour les grandes déclarations d'amour, ni du genre à s'afficher en public, mais il possédait une qualité que j'ai toujours chérie, il savait écouter. Et il savait se mettre à la place des autres. J'avais rencontré Maxime à Paris, lors d'un séminaire sur le service client. À l'époque, il était directeur des opérations pour une entreprise partenaire. Et je représentais le prestataire de service. Ce jour-là, un incident très tendu s'est produit. La présentation technique a complètement planté. Les invités commençaient à murmurer. Une jeune employée était au bord des larmes. Terrifiée à l'idée d'être tenue pour responsable, je m'en souviens encore très clairement, Maxime n'a pas élevé la voix. Il s'est simplement avancé, a pris le micro et a dit calmement « Cet incident relève de la responsabilité de toute l'équipe, pas d'une seule personne. Nous allons d'abord régler le problème. Ensuite, nous discuterons des responsabilités. » And resonator. Cette seule phrase m'avait touché en plein cœur. Un homme qui, face à un problème, ne blâme pas le maillon. Le plus faible est au moins un homme de caractère. Après avoir commencé à sortir ensemble, j'ai vu que Maxime vivait avec des principes. Il était sincère avec ses amis, juste avec ses collègues, et responsable envers sa famille. Mais jamais aveugle.
C'est ce calme olympien qui m'a poussée à lui faire de plus en plus confiance. Ma mère adorait Maxime. Quand il venait chez nous, il ne s'asseyait jamais pour attendre d'être servi comme un invité d'honneur. S'il voyait une ampoule grillée, il prenait l'escabeau et la changeait lui-même. S'il voyait un robinet qui fuyait, il remontait ses manches et le réparait. À la fin du repas, il ramenait toujours son assiette dans la cuisine. Ma mère essayait de lui interdire de le faire. Moisenwein. Un jour, elle m'a dit en riant, « Maxime ne fait pas de grands discours romantiques. Mais à travers ses actes, on sait qu'il est vrai. » Honestude, la veille de mon mariage. Ma mère a pris mes mains dans les siennes et a prononcé une phrase que je n'oublierai jamais. « Je n'ai pas besoin que tu épouses un homme riche. J'ai juste besoin que tu épouses quelqu'un qui saura rester à tes côtés quand tu traverseras des tempêtes. » Nebervoxstein. J'étais convaincue d'avoir fait le bon choix. Et sur le plan du caractère, Maxime ne m'a jamais déçue. Il n'a jamais considéré sa femme comme la servante de sa famille. S'il y avait un souci dans sa famille élargie, il m'en parlait toujours en premier. Si j'étais occupée, il s'en chargeait. Si j'étais fatiguée, il me disait de me reposer. Et si sa mère disait quelque chose de déplacé, il ne me demandait jamais de me taire juste pour maintenir une fausse paix familiale. Mais c'est précisément pour cette raison que la personne la plus malheureuse de cette histoire était ma belle-mère. Chantal, le jour où je suis devenue sa belle-fille, Chantal a été si douce que je me croyais chanceuse. Devant les oncles et tantes, elle me tenait la main avec un sourire lumineux. Élodie est si douée, éduquée et cultivée. Notre famille a beaucoup de chance d'avoir une belle-fille comme elle. Andy Blasse, en l'écoutant, je ressentais une véritable chaleur dans ma poitrine. Quelle femme ne souhaite pas être acceptée par sa belle-mère? Je m'étais promis de me comporter avec la plus grande sincérité, persuadée que tôt ou tard, nous formerions une vraie famille. Cependant, j'ai peu à peu réalisé que ces compliments n'étaient beaux que lorsqu'il y avait du monde autour. Dans mon dos, elle glissait souvent des phrases à moitié sur le ton de la plaisanterie. Vous savez, quand les femmes sont trop intelligentes, elles finissent par mépriser leur mari. Ou encore, ces belles filles que tout le monde complimente dehors finissent toujours par se prendre pour les maîtresses de maison à l'intérieur. Oh, day one. Au début, je me contentais de sourire pour répondre. Je me disais que les personnes âgées s'inquiètent parfois trop. Il était compréhensible qu'elle ait peur de voir son fils dominé par une femme, mais plus je passais de temps avec elle, plus je comprenais que ce n'était pas de l'inquiétude. C'était la terreur de perdre son pouvoir. Chantal avait l'habitude d'être celle qui prenait toutes les décisions à la maison. Mon beau-père était décédé jeune, et elle avait élevé ses 3 enfants toute seule. Naturellement, elle se considérait comme le centre de gravité de la famille. Celle qui avait le droit de regard sur tout, avant notre mariage. Maxime n'allait que très rarement à l'encontre de sa mère. Ma belle-sœur, Chloé, était experte pour lire l'ambiance et se plier aux caprices de sa mère. Quant à mon beau-frère, Clément, bien qu'il soit oisif et fêtard, il était toujours défendu bec et ongles par sa mère. Car il était le petit dernier. Dans cette maison, Chantal était habituée à ce que tout le monde plie l'échine devant elle. Ma présence la dérangeait profondément. Non pas parce que j'avais un mauvais fond ou que j'étais incapable. Au contraire, plus j'étais calme et raisonnable, plus elle devenait anxieuse. J'avais mon propre emploi, mon propre salaire. J'avais des amis et des collègues qui m'estimaient. Les amis de Maxime, après m'avoir rencontré plusieurs fois, aimaient aussi faire mes louanges. C'est tellement agréable de discuter avec Élodie, mais plus les gens de l'extérieur m'appréciaient, plus elle devenait glaciale. Un jour, lors d'un repas de famille, une tante m'a félicité pour ma capacité à mener de front ma carrière et l'entretien de la maison. Chantal a tout de suite ricané et l'a coupé. Elle peut le faire parce que c'est moi qui l'ai façonnée. Les filles d'aujourd'hui, si leur belle-mère ne les recadre pas, que connaissent-elles des tâches ménagères? Tout le monde a ri à table. J'ai souri moi aussi. Mais au fond de moi, j'ai ressenti une vive douleur. C'était pourtant évident que j'avais réussi par mes propres efforts, mais elle ne supportait pas que je reçoive la moindre reconnaissance. Je n'ai jamais voulu engager une lutte de pouvoir avec ma belle-mère. Je ne voulais pas non plus que mon mari se retrouve coincé entre 2 femmes. Je voulais juste vivre en paix, remplir mon rôle,
et respecter sa famille comme si c'était la mienne. Mais Chantal ne voyait pas les choses sous cet angle. À ses yeux, si Maxime m'aimait, si les gens me respectaient, et si la famille me complimentait, cela signifiait que sa propre position était menacée. Elle voulait que je la craigne. Elle voulait que je lui demande l'autorisation pour la moindre petite chose. Pour maintenir son image de matriarche toute puissante, elle avait besoin que je reste en permanence une marche en dessous d'elle. Et peut être que, depuis le jour où elle a compris que je n'étais pas une belle fille qu'on manipule facilement, elle a commencé à chercher des moyens de me rabaisser. Chantal ne montrait jamais sa haine ouvertement. Devant les autres, elle m'appelait toujours « ma petite belle-fille chérie ». Elle souriait, parlait avec une voix mielleuse, et jouait à la perfection le rôle de la belle-mère compréhensive. Mais avec le temps, j'ai remarqué que ces petites remarques innocentes poussaient les autres à me regarder différemment. Je m'entendais très bien avec les amis, les collègues et les associés de Maxime. Comme mon travail touchait aussi au service client, j'avais l'habitude d'écouter. Je savais quand prendre la parole et quand me taire. Chaque fois que l'entreprise de Maxime organisait un petit événement, je l'accompagnais, mais sans jamais me mêler de ses affaires. Si on me posait une question, je répondais avec justesse. Si quelqu'un avait besoin d'aide, j'aidais, sans faire d'esbrouffe. C'est pourquoi les amis de Maxime m'aimaient bien. Ils disaient que j'étais facile à vivre, modérée dans mes propos, et que je faisais honneur à Maxime en public. Un soir, lors d'un dîner intimiste, Sébastien, le meilleur ami de Maxime, a rempli mon verre de vin en riant et a dit « Franchement, Maxime, tu as tiré le gros lot avec Élodie. Elle est compétente. Et elle sait toujours faire bonne impression. » Tout le monde a ri de bon cœur. Maxime m'a regardé avec un sourire tendre. Mais j'ai remarqué que Chantal, assise à côté de lui, avait immédiatement le visage fermé. Elle souriait encore, mais c'était un sourire figé. Les coins de ses lèvres étaient levés. Mais ses yeux étaient vides de toute joie. À partir de ce jour-là, elle a commencé à m'envoyer des piques incessantes. Les femmes qui font les malignes à l'extérieur sont rarement sincères avec leur propre foyer. Ou parfois, elle balançait des phrases qui se voulaient drôles. Élodie est très forte, mais on verra si elle met autant d'ardeur à s'occuper de sa maison qu'elle en met à charmer les inconnus. Henspock. Au début, je ne disais rien. Je me disais qu'elle était juste jalouse sur le moment, parce que les invités complimentaient la belle-fille plutôt que la belle-mère. Mais très vite, j'ai découvert que ces sous-entendus ne s'arrêtaient pas au mur de notre maison. Elle racontait à tous les proches de mon mari une version totalement déformée de moi. Dans sa bouche, j'étais devenue une belle fille calculatrice. Elle disait que je refusais d'aider la famille. Elle prétendait que mon salaire était élevé, mais que je ne pensais qu'à ma propre mère, et qu'il fallait sans cesse me rappeler mes devoirs envers ma belle famille. Elle racontait même que je jouais les anges avec les amis de Maxime, mais qu'une fois rentrée à la maison, je lui laissais toutes les corvées. Si ces mots m'avaient été dits en face, ils m'auraient blessée profondément. Mais elle les prononçait toujours sur le ton de la plainte, comme une belle-mère martyre qui essaie d'être patiente malgré la torture psychologique que lui inflige sa belle-fille. À cause de cette version unique de l'histoire, beaucoup de parents du côté de Maxime ont commencé à me regarder avec antipathie lors des réunions de famille. Je pouvais le ressentir de manière très nette. Certains arrêtaient de parler dès que j'approchais, d'autres m'inspectaient de la tête aux pieds, avec un petit sourire narquois. Certains faisaient des allusions à des sujets généraux. Mais chaque mot m'était clairement destiné. Je me souviens particulièrement d'un dimanche. Lors d'un repas chez ma belle-mère, j'avais pris une demi-journée de congé exprès pour arriver plus tôt et aider aux préparatifs. J'avais lavé les légumes, dressé la table, rangé la vaisselle et porté les plats dans le jardin avec les autres. First midi. Alors que je transportais un énorme plat de gratin dauphinois, encore brûlant. Une tante du côté de mon mari m'a dévisagée et a lancé à voix haute. Les belles filles d'aujourd'hui ont la parole facile. Elles sont si élégantes dehors. Mais à la maison, elles fuient le travail. Au moindre prétexte, elles se disent trop occupées. Das Sevens of Eight. Je suis restée paralysée. Le plat brûlant était toujours entre mes mains. La vapeur chaude me brûlait les yeux.
J'ai eu envie de lui demander ce qu'elle pensait que je faisais depuis le lever du soleil. Pour m'accuser de fuir le travail. Mais en voyant la table remplie de nourriture et la famille réunie, j'ai ravalé mes mots. Je ne voulais pas transformer ce repas en champ de bataille. Maxime, qui arrivait tout juste du jardin, a entendu la phrase. Il s'est approché, a pris le plat de mes mains et a regardé la tante droit dans les yeux. Ma tante. Ce que tu dis n'est pas vrai. Élodie est là depuis ce matin pour tout préparer. Si tu ne laisses pas jouer. Je te l'explique. Sa voix n'était pas forte, mais elle a suffi à faire taire tout le monde autour. La tante a paru gênée. Pendant ce temps, Chantal s'est empressée d'intervenir, riant comme si de rien n'était. Oh là là! Laissez tomber. Les personnes âgées adorent plaisanter. Ne prenez pas ça au sérieux. Vous deux, Élodie, ne sois pas rancunière. Ta tante dit ça avec amour pour te conseiller. Bisex, je l'ai regardée. Je sentais mon cœur se glacer petit à petit. C'était une évidence, c'était elle qui avait lancé les rumeurs dans mon dos. Et quand quelqu'un me les jetait au visage, elle s'en lavait les mains, en transformant la méchanceté en une simple blague. Ma belle-sœur Chloé n'était pas très différente de sa mère. Elle observait généralement de loin, puis ajoutait un commentaire très subtil. Un jour, elle m'a dit avec un petit sourire en coin, « Élodie, tu es très intelligente. » C'est vrai, mais parfois, «Quando es trop intelligente». On a tendance à tricher avec sa propre famille. Être honnête rend la vie de famille tellement plus simple. Tu ne trouves pas? Je lui avais répondu calmement. Le temps montrera comment je mène ma vie. Elle m'avait écouté en haussant les épaules, avec l'expression de quelqu'un qui vient d'entendre une absurdité. Quant à mon beau-frère Clément, il était d'une telle paresse que toute la maison le savait. À l'heure du repas, il était le premier assis. Dès qu'il avait terminé, il se levait en trombe. Il n'aidait jamais à débarrasser la moindre assiette. Pourtant, dès qu'un plat manquait de sel ou d'épices, il faisait claquer sa langue. La cuisine d'Élodie manque de caractère. On n'est pas habitué à ça ici. J'imagine que dans ta famille, vous cuisinez différemment. Austin, la phrase avait l'air légère, mais elle traçait une frontière très claire. Je serai toujours l'étrangère. Maxime me répétait sans cesse de ne pas prendre ses remarques à cœur. Mais je savais qu'il commençait lui aussi à remarquer ce manège. Il voyait bien que sa mère laissait souvent planer des non-dits assassins. Il voyait bien que ses propres tantes s'étaient mises à me détester du jour au lendemain, alors que je n'avais rien fait de mal. Il voyait que ces petits détails étaient répétés de manière beaucoup trop délibérée. Je n'ai jamais voulu entrer dans un rapport de force avec ma belle-mère. Je voulais simplement vivre selon ce que me dictait ma conscience. Je voulais être traitée avec l'équité due à un membre de la famille. Mais Chantal n'avait que faire de la vérité. Elle avait besoin d'un scénario dans lequel elle jouait la belle-mère patiente et sacrifiée face à une belle-fille manipulatrice qui lui volait peu à peu son fils adoré. Et le plus terrifiant dans cette histoire, c'est qu'à force de murmurer son venin aux oreilles de la famille, certains commençaient vraiment à y croire. Après 3 ans de mariage, j'ai compris une chose avec une absolue clarté. Chantal ne me détestait pas parce que j'étais incapable, ni parce que j'avais un mauvais caractère ou que j'étais paresseuse. Elle me détestait parce que je ne dépendais pas d'elle. Je n'avais pas besoin de ses compliments pour bien vivre. Je n'avais pas besoin de son approbation pour savoir si j'avais tort ou raison. J'avais mon travail, mon salaire, et de bonnes relations sociales. Je ne vivais pas au crochet de mon mari. Je n'avais pas non plus besoin de m'appuyer sur sa famille pour m'élever socialement. Et le plus important, Maxime me respectait, pour beaucoup de gens. Un mariage comme le nôtre est tout à fait normal. Mais pour Chantal, c'était un signal d'alarme. Parce qu'elle était habituée à trôner au sommet de cette maison, elle était habituée à ce que ses enfants obéissent à ses ordres avant même de penser à eux-mêmes. Elle disait souvent à Maxime, avec un ton qui mêlait reproche et fausse pitié. « Tu as tellement changé depuis que tu es mariée. Avant, quand je te demandais quelque chose, tu le faisais tout de suite. Maintenant, il faut d'abord que tu observes le visage de ta femme avant de respirer. » Dans ces moments-là, Maxime lui expliquait patiemment. Aimer ma femme ne signifie pas que je suis un mauvais fils. Si nous voulons que la famille soit en paix, nous devons tous nous respecter mutuellement. Everyone.
Mais elle ne voulait rien entendre. Ou plutôt, elle n'en avait aucune envie. Dans son esprit, l'amour d'un fils était comme un trône. Si la mère s'y asseyait, la femme devait impérativement rester en bas des marches. Si la femme était aimée, cela signifiait que la part d'amour réservée à la mère diminuait. Si un mari défendait sa femme, cela prouvait que le fils était manipulé. Elle n'arrivait pas à accepter l'idée que Maxime puisse aimer sa mère tout en protégeant sa femme. Elle voulait qu'il fasse un choix, et pour l'y forcer, elle a commencé à multiplier les petits tests. Ces tests me laissaient chaque fois épuisée, le souffle court. Une fois, je revenais tout juste d'un voyage d'affaires de 2 jours à Paris. J'avais mal partout. Et à force de discuter avec les clients, j'avais presque perdu la voix. À l'instant même où j'ai posé ma valise dans l'entrée, avant même de pouvoir me changer. Le téléphone a sonné. C'était Chantal. Elle m'annonçait qu'elle avait des invités à la maison et m'ordonnait de venir préparer quelques plats pour faire bonne impression en tant que belle-fille. Je lui ai expliqué avec douceur que je venais d'arriver et que j'étais épuisée. Je lui ai proposé de commander un bon repas chez un traiteur et de les rejoindre dans 1 heure. Elle m'a répondu avec un froid polaire. Épuisée. Et qui ne l'est pas. Quel genre de belle-fille attend d'être reposée pour se mettre au travail? À quoi tu sers dans cette famille? Alors, je suis restée plantée au milieu du salon, la main toujours crispée sur la poignée de ma valise. Ces mots m'avaient coupé le souffle. Maxime sortait tout juste de la cuisine. En voyant mon visage blême, il a pris le téléphone et a dit à sa mère : « De quoi as-tu besoin ? » : « Maman, j'arrive. » Élodie rentre tout juste de voyage. Laisse-la se reposer. Everyone. Elle a gardé le silence quelques secondes, puis a ricané avec mépris. Wow. Donc maintenant, si ta propre mère a besoin de quelque chose, tu dois d'abord vérifier si ta femme te donne la permission. Cette phrase était comme une aiguille. Elle ne s'enfonçait pas profondément, mais la douleur persistait longtemps. Une autre fois, j'avais une réunion très importante avec des clients un samedi matin. Dès la veille au soir, j'avais commandé de la nourriture et des boissons que j'avais fait livrer directement chez ma belle-mère, car je savais qu'il y aurait un petit repas de famille. De plus, pour alléger le fardeau de Chantal, j'avais payé une personne pour l'aider à faire le ménage et la vaisselle. Mais le lendemain matin, Chantal a envoyé un message dans le groupe WhatsApp de la famille. Les belles-filles d'aujourd'hui sont bien trop occupées à gagner de l'argent. Je suppose qu'on peut laisser les affaires de famille aux étrangers. Le message a été envoyé. Le groupe entier est resté silencieux. Personne n'a fait de commentaires. Mais ce silence était plus lourd qu'une engueulade. Je l'ai appelé en privé. Essayant de garder une voix posée, j'ai dit : « Chantal, j'ai fait envoyer le repas et une personne pour vous aider. Dès que ma réunion sera terminée, je vous rejoins immédiatement. » That's it. Elle n'a même pas voulu m'écouter jusqu'au bout. Elle a simplement répondu : « Tu crois pouvoir tout régler avec ton argent. C'est trop facile. Cette famille a besoin de la présence de sa belle-fille. Pas d'un livreur Uber Eats. » Et elle a raccroché. Ce jour-là, dans la salle de réunion, je suis restée assise, le cœur serré. J'étais angoissée par mon travail, et en même temps terrorisée par ce qu'elle pouvait raconter sur moi aux membres de la famille réunis chez elle. Et exactement comme je m'en doutais, quand je suis arrivée, tout avait déjà été mis en scène. Devant plusieurs tantes, elle était affalée sur une chaise. Une main sur le front, elle prenait la pose d'une femme frappée par un immense chagrin. En me voyant entrer, elle a poussé un long soupir. Je suis vieille maintenant. Les belles filles ne m'écoutent plus. Je n'ose même plus leur demander de venir faire ma vaisselle. Tantiwa. J'ai regardé autour de moi. La personne que j'avais engagée avait presque fini de débarrasser les assiettes sales. Les plats que j'avais commandés avaient été servis à la perfection, mais aux yeux de tout le monde, j'étais toujours la belle-fille ingrate qui arrivait en retard et brisait le cœur de sa belle-mère. J'allais me justifier. Mais Maxime a pris les devants, sans élever la voix, mais de manière très ferme. Il a dit : « Maman ne te sert pas des tâches ménagères comme d'un piège pour tester ma femme. Élodie a tout organisé. Et tu le sais parfaitement. » Moi, tout le salon est devenu silencieux. Chantal a regardé son fils avec des yeux remplis de colère et de stupeur. Elle ne s'attendait probablement pas à ce que Maxime ose pointer du doigt la source du problème devant toute la famille.
À partir de ce jour, elle a cessé de créer des drames aussi évidents. Elle a commencé à utiliser des méthodes plus subtiles, beaucoup plus difficiles à critiquer. Devant Maxime, elle me demandait comment j'allais. Parfois, s'il y avait des invités. C'est même elle qui me servait à manger. Mais dans mon dos, la légende noire continuait de s'écrire. Elle racontait que je méprisais ceux qui n'avaient pas d'argent, que je n'avais aucun respect pour les traditions familiales, que je détestais me réunir avec ma belle famille. Elle affirmait que mon travail n'était qu'une excuse pour fuir mes responsabilités conjugales. La réalité, c'est que je n'avais jamais ménagé, ni mes efforts, ni mon argent pour la famille de mon mari. Je refusais simplement de me plier à des ordres absurdes. Je pouvais parfaitement aider à cuisiner pour un repas de famille. Mais je n'allais pas annuler une réunion professionnelle planifiée de longue date, juste pour prouver ma soumission. Je pouvais faire livrer un repas. Mais je n'allais pas accepter que tous mes efforts soient utilisés pour me salir. Je respectais ma belle-mère. Mais je refusais qu'elle transforme mon rôle de belle-fille en un collier d'étranglement. Les conflits s'accumulaient de jour en jour. Ils n'explosaient pas brusquement. Mais ils couvaient sous les cendres. Comme des braises. Je savais que Chantal n'attendait qu'une grande occasion pour me couler devant toute la famille élargie, et cette occasion est enfin arrivée le jour du grand repas organisé en l'honneur du grand-père. Ce jour-là, elle avait décidé de commander 10 tables de banquet, de mobiliser la famille entière, et d'utiliser mon statut de belle-fille pour me forcer à courber l'échine. 2 jours tout pile avant cet événement. Le malheur s'est abattu sur ma mère. J'étais en pleine réunion avec un client quand mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt, en voyant le nom de Madame Francine, la voisine de ma mère. Mon cœur a failli sortir de ma poitrine. D'habitude, Madame Francine m'envoyait juste de petits messages pour prendre des nouvelles. Elle ne m'avait jamais appelée avec une telle insistance. Je me suis excusée, et je suis sortie pour répondre. Dès que j'ai porté le téléphone à mon oreille, la voix terrifiée de Madame Francine a retenti. Elle dit: Viens vite. Ma fille, ta mère, a des douleurs dans la poitrine. Elle n'arrive plus à respirer. J'ai tapé à sa porte un long moment avant qu'elle finisse par ouvrir. Elle est allongée sur le canapé. Elle a l'air vraiment mal. And de faux. Mes oreilles se sont mises à bourdonner. J'ai juste eu le temps de prévenir mon patron que j'avais une urgence absolue. J'ai attrapé mon sac et j'ai couru vers le parking. La route jusqu'à l'appartement de ma mère m'a paru interminable ce jour-là. Tout en conduisant, j'ai appelé le SAMU. Mes mains tremblaient tellement que j'ai composé un mauvais numéro à 2 reprises. Quand je suis arrivée, ma mère était assise sur le canapé, agrippant sa poitrine d'une main. Son front était couvert d'une sueur froide. En me voyant, elle a tout de même essayé de sourire. Ce n'est rien. Ma puce. J'ai dû faire une indigestion. Back. Mais en voyant ses lèvres devenues violettes, j'ai fondu en larmes. Je ne l'ai pas laissé parler davantage. Avec l'aide de Madame Francine, nous l'avons installée dans la voiture. Pendant le trajet vers l'hôpital Louis Pradel, ma mère me serrait la main. Sa peau était glaciale. Sa respiration était saccadée. À chaque inspiration, son visage se crispait de douleur, tout en conduisant. Je n'arrêtais pas de l'appeler par son prénom. J'étais terrifiée à l'idée qu'elle ferme les yeux pour ne plus jamais les rouvrir. C'est dans ces instants-là que l'on comprend qu'il existe des peurs indicibles, impossibles à formuler avec des mots. Dès notre arrivée aux urgences, le médecin l'a immédiatement emmenée pour l'examiner. Dans le couloir, je faisais les 100 pas. Je n'osais même pas m'asseoir. Très vite, le médecin m'a appelé et m'a dit « Votre mère présente les signes d'un infarctus du myocarde. Elle doit être placée sous surveillance stricte. Si son état se dégrade, nous devrons l'opérer en urgence. » Insperny. Le mot « urgence » a vidé mon esprit. Moi qui avais l'habitude de gérer des crises au bureau, face à la maladie de ma mère. Je me sentais minuscule et impuissante. J'ai appelé Maxime. Il a décroché à la 2e sonnerie. Avant même que je puisse prononcer un mot, il a demandé « Dans quel hôpital es-tu » d'une voix tremblante. Je lui ai donné le nom de l'hôpital. Il n'a posé aucune autre question. Il ne s'est pas plaint d'être dérangé en plein travail. Il ne m'a pas reproché ma panique. Il a simplement dit « J'arrive. Reste avec ta mère. Je vais gérer la paperasse. » En moins d'une demi-heure, Maxime était là,
Il portait encore sa chemise de bureau et son badge d'entreprise. Il avait visiblement quitté une réunion en catastrophe. Il s'est dirigé droit vers le guichet des admissions. Il a réglé les frais nécessaires, récupéré les formulaires. Puis il est revenu vers moi en me tendant une bouteille d'eau. « Bois un peu. Tu es complètement blanche. » J'ai pris la bouteille. Mais je n'avais pas la force de l'ouvrir. Il l'a dévissée en silence et me l'a redonnée. Il n'a rien ajouté. Une fois ma mère installée en salle d'observation, Maxime est reparti chercher une serviette de toilette. Encore de l'eau et quelques affaires de première nécessité. Il a même posé des dizaines de questions à l'infirmière pour savoir à quoi nous devions prêter attention cette nuit-là. Le voir courir dans tous les sens pour moi, dans cet hôpital, me remplissait à la fois de gratitude et de culpabilité. Le jour du grand repas de famille approchait à grands pas. Je savais qu'il était lui aussi sous une pression énorme, mais à aucun moment il ne m'a fait peser ce fardeau. Cette nuit-là, lorsque l'état de ma mère s'est légèrement stabilisé, j'ai envoyé un message dans le groupe WhatsApp de la belle famille. J'y ai écrit très clairement que ma mère avait été hospitalisée en urgence, que le médecin exigeait une surveillance étroite. Je me suis excusée, expliquant que je ferais de mon mieux pour aider. Mais qu'il était fort probable que je ne puisse pas venir cuisiner à l'aube. J'ai informé le groupe que j'allais virer l'argent pour engager un traiteur professionnel à ma place. Et j'ai partagé la liste de ce que j'avais déjà commandé: blanquette de veau, plateau de charcuterie, gratin dauphinois, mignardise, assortiment de fromages affinés. Il ne manquait absolument rien. Le message a été envoyé et lu. Les accusés de réception s'affichaient. Chantal a été la première à le lire. Mais elle n'a pas répondu. Chloé l'a lu. Et Clément l'a lu aussi. Mais le groupe entier est resté plongé dans un silence de mort. Ce silence m'angoissait encore plus qu'une avalanche de reproches. Soudain, ma belle-mère m'a appelé en privé. J'ai marché jusqu'au bout du couloir pour lui répondre. Essayant de garder un ton respectueux, j'ai dit « Oui. Chantal, je vous écoute. » Ensuzad, la voix glaciale de ma belle-mère a retenti dans l'écouteur. La maladie de ta mère tombe vraiment à pic. Tu ne trouves pas? Je suis restée figée pendant plusieurs secondes. J'ai cru avoir mal entendu. Je n'arrivais pas à croire qu'elle puisse considérer l'urgence médicale de ma mère comme une vulgaire excuse. J'ai essayé de me contenir. Chantal, ma mère est vraiment à l'hôpital. Les médecins disent qu'elle doit rester sous très haute surveillance et que si ça s'aggrave, ils l'opéreront en urgence. J'ai préparé les menus et l'argent pour le traiteur. Je n'oserais jamais manquer de respect à la mémoire de notre grand-père. Tuden, elle a ricané au téléphone. Un traiteur. Tu es la femme de mon fils aîné. Et tu oses payer un traiteur pour le banquet à la mémoire du grand-père de ton mari. C'est une vraie gifle pour notre famille. Si les gens de l'extérieur l'apprennent, ils diront qu'on est incapable d'éduquer nos belles-filles. Je serrais le téléphone à m'en blanchir les jointures. Je regardais à travers la vitre, voyant ma mère allongée, si immobile. Une boule m'étranglait la gorge. Mais j'ai quand même essayé de parler doucement. Ce n'est pas mon intention. Chantal, c'est juste qu'en ce moment, je ne peux vraiment pas laisser ma mère toute seule. Enfin, elle m'a hurlé dessus. Tout le monde a une mère. Mais aujourd'hui, ta place est aux côtés de ton mari. C'est une journée cruciale pour nous. Si la femme de Maxime l'abandonne aujourd'hui, que vont penser les invités? Ta belle famille organise un événement majeur. Tu es ma belle-fille. C'est ton devoir d'être là pour servir les convives. Si la femme de mon fils refuse de travailler à la maison, on passera pour quoi? Ces mots ont glacé mon sang. Ma véritable maison. La mère qui m'avait mise au monde et qui m'avait élevée, et qui luttait maintenant pour sa vie. Pour Chantal. Tout cela n'était qu'un détail insignifiant qu'il fallait balayer d'un revers de main. Avant même que je puisse répondre, Maxime est apparu derrière moi. Il avait probablement entendu la fin de la conversation. Il a tendu le bras et m'a pris le téléphone des mains. Sa voix était d'un calme absolu. C'est moi qui m'occupe de l'événement. Il te faut combien de tables? Je vais tout installer. Élodie restera à l'hôpital pour veiller sur sa mère. Andy. Chantal a immédiatement haussé le ton. Mais Maxime n'a pas laissé de place à l'argumentation. Maman. Ne force pas ma femme à choisir entre son devoir d'épouse et son devoir de fille. Personne n'a le droit de lui ordonner d'abandonner sa mère gravement malade.
juste pour que tu puisses exhiber son obéissance devant les voisins. Numbers Arnold D5. Et il a raccroché net. Mais le problème n'allait pas disparaître avec un simple coup de fil. Le soir même, Chloé a envoyé un message dans le grand groupe WhatsApp familial. La mère d'Élodie est à l'hôpital. Et la belle-fille ne daigne même pas venir pour la commémoration du décès du grand-père. Plus aucun respect de nos jours. Underneath, en l'espace de quelques minutes, les commentaires cruels ont commencé à pleuvoir. Certains m'accusaient de mépriser la famille de mon mari. D'autres disaient que j'étais une enfant pourrie gâtée par son mari. Et que j'avais pris la grosse tête. Quelqu'un a même sous-entendu qu'avec une belle-fille comme moi, la famille courait à sa perte. J'ai lu chaque ligne de ces messages avec des mains tremblantes. Maxime a pris mon téléphone. En lisant les messages, son visage est devenu livide. Mais il n'est pas rentré dans le jeu des disputes sur le groupe, et il n'a envoyé aucune réponse provocatrice. Il m'a juste regardé. Il a posé le téléphone et a dit lentement « Demain, tu restes ici, à l'hôpital, près de ta mère. Je vais faire ce qu'il faut pour que ma mère ne puisse plus jamais oser te pointer du doigt. And for you see, le lendemain matin, avant même que le soleil ne se lève, je me suis réveillée sur une chaise en plastique dans le couloir de l'hôpital. J'avais passé la nuit presque sans fermer l'œil. Ma mère était toujours sous observation. Elle avait un peu plus de couleur que la veille. Mais sa respiration était toujours faible. De temps en temps, elle fronçait les sourcils. À cause de l'oppression dans sa poitrine, j'ai pris une petite serviette tiède et je lui ai doucement essuyé les mains. En voyant ses veines bleutées ressortir sous sa peau si fine, mon cœur s'est serré de douleur. Sur mes genoux, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Au début, je ne voulais même pas regarder. Rien que de voir le nom du groupe familial suffisait à m'oppresser la poitrine. Mais les notifications continuaient de s'enchaîner. Comme si on me jetait des pierres sur une porte fermée. J'ai fini par ouvrir. Et j'ai vu des dizaines de messages. De photos. Et même de courtes vidéos envoyées par ma belle-mère dans le groupe élargi. Sur les photos, la grande cour de la maison familiale en pierre était noire de monde. Les tables et les chaises s'étiraient du salon jusque sous la pergola. Sur la table principale du salon, on voyait des cadeaux et une boîte décorative qui servait de cagnotte pour le traiteur. Mais les légendes qui accompagnaient ces photos étaient remplies de pics empoisonnés. Une tante avait écrit « Un événement d'une telle envergure. Si la maîtresse de maison n'y met pas sa touche, ça se sent tout de suite. » Une autre « Les belles-filles modernes ne sont de la famille que quand il s'agit d'hériter. Dès qu'il y a du travail, on sous-traite aux étrangers. » En lisant ces textes, mes mains sont devenues glacées. J'avais organisé la quasi-totalité de ce repas. J'avais viré l'argent pour le traiteur. J'avais clairement expliqué que ma mère était entre la vie et la mort à l'hôpital. Mais en l'espace d'une nuit, j'étais devenue, aux yeux de toute la belle famille, la bru qui souillait la mémoire des ancêtres. Avant que je puisse reprendre mon souffle, un direct vidéo s'est lancé sur le groupe. C'était Chloé qui tenait la caméra. Elle visait délibérément la cuisine, montrant plusieurs personnes en train d'éplucher des légumes et de faire la vaisselle. Sa voix résonnait, faussement douce, mais tranchante comme un rasoir. « S'il vous plaît, excusez-nous pour le désordre. Cette année, on manque de bras à cause de l'absence de notre belle-fille adorée. Maman est âgée. Mais c'est encore elle qui doit tout porter sur ses épaules. » Dull. Après cette phrase, j'ai entendu plusieurs voix approuver. Certains faisaient claquer leur langue. D'autres soupiraient. Et on entendait quelqu'un marmonner en arrière-plan. C'est quand même malheureux d'avoir une belle-fille pareille. Endo, incapable d'en supporter davantage. J'ai coupé le direct vidéo. Si j'avais continué à regarder, j'aurais probablement fondu en larmes au beau milieu du couloir. Je suis retournée dans la chambre. Ma mère dormait encore. Ses cils frémissaient légèrement. Je me suis assise à côté d'elle, et je me suis juré de ne pas laisser leurs mots me détourner de l'essentiel. Mais le cœur humain n'est pas de pierre. Même si j'essayais d'être forte, chaque insulte me transperçait de part en part. Pendant ce temps, dans la maison familiale, tout se déroulait exactement selon le plan de Chantal. Plus tard, quand Maxime m'a raconté les événements, j'ai appris qu'elle avait enfilé sa plus belle robe ce matin-là.
Elle s'était assise au milieu du salon avec une expression d'une tristesse absolue, comme si elle portait le poids d'une honte intergalactique, chaque fois que quelqu'un demandait où était la belle-fille. Elle baissait la tête et poussait un long soupir. Elle est très occupée avec sa propre famille. Moi, je suis vieille maintenant. Quand je parle, ma belle-fille ne m'écoute plus. Besenchon, une tante, connue pour être une vraie commère, a sauté sur l'occasion. Ah, ces belles filles, si elles ne pensent qu'à leur propre petite famille, elles finissent par détruire leur mariage. Une femme mariée doit d'abord faire passer la famille de son mari en priorité. Chantal ne répondait pas. Elle se contentait d'essuyer une larme invisible. Ce silence était une arme 1000 fois plus destructrice qu'une accusation directe, car il laissait l'imagination des autres broder les pires scénarios sur ma supposée méchanceté, mais ce que Chantal dissimulait soigneusement, c'est que Maxime était arrivé à la maison aux aurores. Il n'avait jamais fui ses responsabilités. Il avait accueilli l'équipe du traiteur. Il avait vérifié tout le menu. Il avait disposé chaque table et chaque chaise. Il avait accueilli chaque invité. Et c'est lui, seul, qui faisait les allers-retours avec les immenses plateaux de nourriture vers le jardin. Quelqu'un lui a demandé « Pourquoi tu ne laisses pas les femmes s'en occuper ?» Il a simplement répondu « Quand il y a un grand événement dans la famille, tous les enfants et les petits-enfants doivent mettre la main à la pâte. Aucune loi ne dit que les belles filles doivent tout porter seules. » Merdelais. En entendant ça, Chantal s'était immédiatement renfrognée. Mais devant les invités, elle devait maintenir son masque de matriarche accablé. Elle n'a pas prononcé un seul mot sur le fait que Maxime avait quasiment tout orchestré à la perfection. Elle a juste répété, en boucle, l'histoire de mon absence scandaleuse, juste avant que ne commence le déjeuner en hommage au grand-père. Maxime, qui ramenait un plateau du fond du jardin, a entendu très distinctement une cousine éloignée déclarer « Sa mère peut être malade. » C'est vrai, mais ce n'est pas une raison pour cracher sur la mémoire de son beau grand-père. Si elle avait reçu un minimum de bonne éducation, elle serait au moins passée pour lancer les préparatifs. Maxime s'est arrêté net. Il a posé son plateau sur une table avec une telle violence que le salon entier s'est tu. Il a fixé la personne qui venait de parler, puis s'est tourné vers sa mère. Ma belle-mère est en urgence absolue à l'hôpital. Si quelqu'un ici a des doutes, je peux vous emmener la voir tout de suite. Mais avant d'ouvrir la bouche, posez-vous une seule question. Si c'était votre propre mère qui était clouée sur un lit de réanimation, est-ce que vous l'abandonneriez pour venir servir l'apéro ici? L'atmosphère dans la maison est devenue électrique. Chloé, les bras croisés, a fait un pas en avant. Tu as le discours facile. Maxime. Maïssa. C'est une cérémonie sacrée pour notre famille. Ta femme est la belle-fille de cette maison. Si elle n'est pas là, les gens vont parler. D'acte. Maxime a foudroyé sa sœur du regard. Sa voix était tranchante comme de la glace. Vraiment. Eh bien, le jour où notre mère sera en soins intensifs, on verra si tu as le courage de la laisser là, bas pour aller faire rôtir un poulet chez ton mari. On verra bien de quoi tu es capable. Cette réplique a cloué le bec à Chloé. Plusieurs membres de la famille se sont regardés très mal à l'aise. Certains se sont tus. D'autres ont baissé la tête. Mais Chantal, voyant que la situation lui échappait, a frappé violemment la table. Sa voix tremblait d'indignation. Depuis qu'il a pris femme, il ne respecte plus sa mère. Aujourd'hui, devant toute la famille, il défend cette femme et il m'humilie. Elle s'est mise à sangloter bruyamment, ce qui a poussé les anciens de la famille à s'interposer. Conseillant à Maxime de ne pas tenir tête à sa propre mère, Maxime est resté planté là, les yeux injectés de sang par la colère. Mais il essayait de garder le contrôle. Avant même qu'il ne puisse ajouter un mot, le chef de l'équipe du traiteur est accouru vers lui en sueur. Depuis la cour arrière, il était pâle. « Maxime, je suis désolé. Ne vous mettez pas en colère. Hier soir, quelqu'un de chez vous nous a appelés pour annuler la moitié de la commande. On a cru que vous aviez changé d'avis. Donc ce matin, on n'a livré que ce qui était sur la liste modifiée. Avec tout ce monde, il n'y aura clairement pas assez à manger. » Maxime est resté pétrifié. Qui a appelé? Le responsable du traiteur a sorti son téléphone professionnel. Il a montré le journal d'appel
et a lancé l'enregistrement de la confirmation vocale. La voix sur l'enregistrement ne laissait planer aucun doute. C'était Chantal. Annuler une partie de la commande. Ma belle-fille ne viendra pas de toute façon. Pourquoi faire autant de gaspillage? Laissez manquer les plats. Comme ça, tout le monde verra comment elle se moque de sa belle famille. Mansé. Toute la cour arrière s'est figée dans un silence absolu. Plusieurs invités proches se sont retournés pour la dévisager. Le visage de Chantal est devenu livide pendant une seconde, mais ce n'était pas le genre de femme à abandonner si facilement. Elle a aussitôt relevé le menton. Son ton s'est fait menaçant. Je l'ai fait pour voir si, face aux conséquences, elle daignerait se pointer. Élodie doit comprendre que la famille de son mari a besoin d'elle. Si je ne la testais pas. Comment savoir si elle fait vraiment partie de cette maison? Maxime a regardé sa mère pendant un très long moment. Dans son regard, il n'y avait plus seulement de la colère. Il y avait une insondable déception. Tu étais vraiment prête à transformer la cérémonie en l'honneur de notre grand-père, en un vulgaire règlement de compte avec ta belle-fille. Chantal est devenue rouge de colère. Quel règlement de compte, tout ça? C'est à cause de ta femme, depuis qu'elle a mis un pied ici. Tu me réponds. Et nos propres cousins me regardent de travers. Je n'ai fait ça que pour sauver l'honneur de notre nom. À l'avant de la maison, les gens commençaient à se plaindre ouvertement du manque de nourriture. Certaines tables avaient été rapprochées, et ceux qui étaient arrivés en retard devaient rester debout. Plusieurs tantes grommelaient. Elles se plaignaient qu'un événement familial aussi sacré soit organisé de façon aussi misérable. Quelqu'un a demandé pourquoi on avait annoncé 10 tables. Alors que les buffets étaient à moitié vides, une voix outrée s'est élevée. C'est ça. Rendre hommage à un grand-père. C'est une honte absolue. Chloé, voyant le chaos s'installer, a sauté sur l'occasion. Elle s'est plantée au milieu du jardin et a parlé très fort pour que tout le monde l'entende. Vous voyez bien avoir une belle-fille pareille. C'est une vraie catastrophe. Elle se moque de la famille. Maman, malgré son âge, doit encore tout porter. Le jour même où l'on honore notre défunt grand-père, on ne nous laisse même pas en paix. Cette phrase a eu l'effet d'une allumette sur de la paille sèche. Plusieurs personnes qui ne connaissaient pas la vérité ont commencé à me critiquer à voix basse. C'est exactement à ce moment de chaos total qu'une berline sombre s'est garée devant le portail. Sébastien, le meilleur ami de Maxime, est descendu de la voiture. Sébastien travaillait dans l'événementiel. Il avait le bras long, beaucoup de contacts, et surtout, il ne mâchait jamais ses mots. C'est pourquoi la famille de Maxime le respectait et le craignait un peu. À la base, il passait juste déposer ses condoléances à la famille avant de nous rejoindre à l'hôpital. Mais à peine avait-il passé le portail qu'il a entendu Chloé me traîner dans la boue. Sébastien s'est arrêté. Il a balayé le jardin du regard et a lâché un rire sarcastique. Eh bien, si Élodie est coincée à l'hôpital pour sauver sa mère, quelqu'un peut m'expliquer pourquoi on la dévore toute crue ici. Tout le jardin s'est tourné vers lui. Chloé a fait la moue. Sébastien, c'est une affaire de famille. Si tu ne comprends pas la situation, ne t'en mêle pas. Sébastien a haussé un sourcil. Je ne comprends pas. Ah bon? Ou alors je comprends beaucoup trop bien. Et c'est ça qui vous terrifie. Chloé allait répliquer. Mais Sébastien s'est avancé au milieu des invités. Sa voix portait loin. Hier soir, je suis allée moi-même à l'hôpital pour apporter des affaires à Maxime. J'ai vu Élodie s'effondrer de fatigue dans un couloir d'hôpital. Ses vêtements étaient tachés de soupe parce qu'elle nourrissait sa mère à la cuillère. Sa mère a frôlé la mort hier. Le médecin a formellement interdit à la famille de la laisser seule, mais vous, ici, vous parlez d'elle comme si elle était partie se prélasser aux Maldives. Un silence de cathédrale s'est abattu sur le jardin. Plusieurs membres de la famille se sont regardés, l'air consterné. Leurs expressions ont commencé à changer. Maxime est sorti de la cour arrière à ce moment précis. Il n'a rien dit. Il a juste regardé son ami en silence. Sébastien a enchaîné. Et concernant le repas, c'est Maxime qui m'a appelé hier soir en urgence pour trouver un traiteur digne de ce nom. Il a passé une nuit blanche à l'hôpital et il a couru ici à l'aube pour tout gérer. S'il manque à manger aujourd'hui, et demandez-vous plutôt qui a annulé secrètement la commande derrière son dos. N'accusez pas une femme qui pleure au chevet de sa mère. Cette phrase a fait bondir Chantal de sa chaise.
Tu n'es qu'un étranger. Qu'est-ce que tu en sais? Sébastien l'a fixé droit dans les yeux. Sa voix est restée calme, mais tranchante comme une lame. C'est précisément parce que je suis un étranger que je vois les choses avec lucidité. Chantal. Parfois, ceux qui sont à l'intérieur protègent tellement leurs petits secrets qu'ils en oublient ce qui est juste et ce qui est immonde. Enfin, Chantal tremblait de rage. Chloé a essayé de ramener le sujet sur moi. Peu importe ce qui s'est passé. Elle n'est pas venue. Une belle fille qui ne vient pas à une réunion familiale. C'est une insulte. Sébastien l'a écoutée, puis a poussé un long soupir exaspéré. Un jour, sa propre mère fait une crise cardiaque. Elle s'absente, et vous la crucifiez sur la place publique. Mais l'année dernière, quand Élodie a remboursé en secret une dette de plus de 15 000 € pour sauver cette famille de la ruine, bizarrement, personne n'a ouvert la bouche. N'est-ce pas? Le jardin entier a sombré dans un mutisme total. Le tintement des couverts, les conversations lointaines, les cris des enfants. On aurait dit que le temps s'était suspendu. Maxime a écarquillé les yeux. Il a dévisagé Sébastien. Sidéré. Quoi quelle dette? Sébastien a semblé surpris, comme s'il venait de réaliser qu'il avait fait la plus grosse gaffe de l'année. Mais les mots avaient franchi ses lèvres. Impossible de faire marche arrière. Chantal était pétrifiée au milieu de la cour. Blanche comme une ligne. Son regard faisait des allers-retours frénétiques entre Clément et Chloé. Cette panique absolue contrastait de façon cruelle avec son arrogance habituelle. Maxime s'est tourné vers sa mère, la voix alourdie par le choc. « Maman, qu'est-ce que ça veut dire ?» Personne n'a répondu. Tout le monde baissait les yeux, évitant le regard de Maxime. Sur la terrasse, Clément a fait un pas en arrière. Il a mis ses mains dans ses poches de manière névrotique, et Chantal, qui pleurait à chaudes larmes quelques minutes plus tôt, parce qu'elle se disait méprisée par sa belle-fille, était désormais incapable de prononcer la moindre syllabe, à ce moment-là, coincée à l'hôpital. Je n'avais pas la moindre idée du drame qui se jouait dans la maison de mon mari. Je savais juste que, depuis mon coup de téléphone du matin, le groupe familial était tombé dans un silence suspect. Mais là, au milieu des invités, un secret monstrueux venait d'éclater au grand jour. Avec une simple phrase de Sébastien, le masque que Chantal s'acharnait à maintenir en place depuis plus d'1 an venait de se fissurer devant la famille entière. Maxime a laissé peser ce lourd silence. Puis, il a fait un pas vers Sébastien et lui a demandé à voix basse. « Sébastien, de quelle dette de 15 000 € tu parles? Explique-moi. » Nikrza, Sébastien a regardé Maxime, puis a balayé du regard toutes les têtes baissées de la famille. Il a hésité 1 seconde. Il savait qu'il venait d'exposer un secret que j'avais tout fait pour cacher. Mais continuer à mentir dans une telle situation aurait fait de lui le complice d'une mascarade insoutenable. Sébastien a soupiré et a parlé doucement. « Je pensais vraiment que tu le savais. Il y a plus d'1 an, Clément a joué au casino en ligne et s'est endetté jusqu'au cou. Des recouvreurs de dettes sont venus taper à la porte de ta mère en pleine nuit. Chantal a appelé Élodie en pleurs, la suppliant de les aider, terrifiée à l'idée que le scandale salisse la réputation de votre famille. Mrs. Indver, un murmure de choc a parcouru l'assistance. Sur la terrasse, Clément était blanc comme un fantôme. Chloé s'est brusquement tournée vers lui et lui a crié « Clément, c'est vrai ça !» Mais cette réaction indignée n'était que du cinéma devant la famille. Car à voir ses regards fuyants, tout le monde pouvait deviner qu'elle était dans la confidence. Sébastien a continué. À cette époque, Élodie économisait depuis des mois pour s'acheter une nouvelle voiture, plus sûre pour aller travailler. Mais ta mère l'a tellement suppliée. Elle a vidé son compte épargne et elle a vendu son ancienne voiture pour éponger les dettes de Clément. Au total, ça faisait plus de 15 000 €. C'est moi qui l'ai aidé à trouver la somme manquante. C'est pour ça que je m'en souviens si bien. Andezad, Maxime Sestraidi. Le visage pétrifié. Il a regardé sa mère, puis Clément, d'une voix sourde. Il a demandé « Clément, est-ce que c'est vrai ?» Clément a baissé la tête et a bafouillé « J'étais désespérée. Et puis bon. » Élodie fait partie de la famille. Elle m'a tendu la main 1 seule fois. C'est pas la mort. En entendant ça,
Plusieurs oncles et tantes ont froncé les sourcils. Outré. Un grand-oncle a reposé sa tasse de café sur la table avec fracas. C'est pas la mort, ta belle-sœur vend sa propre voiture pour payer tes bêtises de joueur. Et tu dis, ce n'est pas la mort. Clément, sais-tu. Mais son visage exprimait l'agacement d'avoir été démasqué. Bien plus que des remords. Chloé s'est précipitée en pointant Sébastien du doigt. N'invente pas des histoires justes pour défendre Élodie. Ce sont nos affaires. Tu sors ça d'où pour être aussi catégorique? Sébastien n'a pas débattu. Il a déverrouillé son téléphone, a fait défiler l'historique d'une ancienne conversation et l'a tendu à Maxime. C'était des captures d'écran des messages que j'avais envoyés à Sébastien. J'ai besoin de 5 000 € en urgence absolue. Mais je t'en prie. N'en dis pas un mot à Maxime. Je ne veux pas qu'il souffre à cause des problèmes de Clément. Juste en dessous. Il y avait la copie du virement bancaire. Chaque chiffre était clair et incontestable. Les mains de Maxime tremblaient en tenant le téléphone. Il a fait glisser l'écran, lisant chaque ligne, chaque date, chaque montant. Effectivement, plus d'1 an auparavant, il y avait eu cette période où j'avais vendu ma voiture. Je lui avais dit que je préférais utiliser les VTC pour ne pas accumuler de la fatigue dans les bouchons à cause du travail. Il m'avait cru. Il m'avait même gentiment disputé, pour ne pas lui en avoir parlé avant la vente. Moi, j'avais simplement souri en disant que la voiture était vieille et que m'en séparer n'était pas un drame. Qui aurait pu imaginer qu'une histoire pareille se cachait derrière tout ça? Maxime a relevé la tête et a dévisagé sa mère. Ce regard. C'était la première fois que Chantal n'osait pas affronter les yeux de son fils. Maxime a articulé chaque mot très lentement. Vous m'avez caché que mon propre frère était un flambeur ruiné. Vous avez pris l'argent de ma femme pour sauver la réputation de cette maison. Et ensuite, pendant plus d'1 an, vous avez passé votre temps à la salir. Tous les jours. Devant tout le monde. Other Mason. Chantal s'est pincé les lèvres, essayant désespérément de maintenir sa posture de matriarche. Si elle a aidé, c'est parce qu'elle fait partie de notre famille. Pourquoi en faire toute une histoire aujourd'hui? Au point de nous jeter ça à la figure, cette phrase a été comme jeter un bidon d'essence dans un brasier. Le grand-oncle, déjà excédé, s'est levé brusquement. Chantal. Mais qu'est-ce que tu racontes? Cette pauvre femme a sauvé ta maison de la banqueroute. Et tu l'as traitée pire qu'une chienne errante. Si elle n'avait pas été là. Tu crois vraiment qu'on serait en train de célébrer la mémoire de ton mari aujourd'hui? Les huissiers auraient saisi ta maison depuis 1 an. Le visage de Chantal est devenu écarlate. Mais elle refusait toujours d'admettre la vérité. Mais qu'est-ce que vous en savez? Vous, c'est moi sa belle-mère. C'est moi qui l'ai façonnée pour qu'elle s'intègre ici. Donc c'est normal qu'elle assume les dettes de la maison. Donner un peu d'argent ne fait pas d'elle une sainte intouchable. Maxime a un rire amer. Un rire d'une tristesse si absolue qu'il brisait le cœur de ceux qui l'entendaient. Un peu d'argent pour toi. C'était la voiture de ma femme. Un peu d'honneur pour toi. C'était une année entière d'humiliation qu'elle a avalée en silence. Et ça, l'atmosphère de la réunion familiale s'était transformée en tribunal de l'Inquisition, en plein milieu de la cour. L'odeur des plats chauds flottait toujours. Mais plus personne n'avait faim. Les murmures avaient complètement changé de cible. Plus personne ne parlait de mon absence. Tout le monde commentait désormais la cruauté sans borne de Chantal. Une des tantes qui m'avait critiqué le matin même a baissé les yeux et a chuchoté à sa voisine. Si c'est ça la vraie histoire. Élodie est loin d'être un monstre. It's Chloé, voyant le vent tourner, qui a tiré sur la manche de sa mère et lui a murmuré quelque chose. Mais Chantal, acculée et humiliée, avait perdu tout contrôle. Son image de belle-mère irréprochable et blessée volait en éclats. Soudain, elle s'est tournée vers Maxime avec un regard de folle. Sa voix a tranché l'air comme une guillotine. D'accord. Très bien, magnifique. Elle a sauvé toute la famille. Alors explique-moi pourquoi cette prétendue sainte n'est même pas foutue de donner un enfant à cette maison. L'assemblée s'est littéralement pétrifiée. Même Sébastien est resté bouche bée. Clément, qui regardait le bout de ses chaussures, a relevé la tête en sursaut. Chloé a tiré violemment sur le bras de sa mère. Paniquée, comme pour l'empêcher de continuer. Mais c'était trop tard. Chantal, voyant que le choc faisait taire tout le monde,
Asa crut avoir trouvé la faille absolue. Elle a hurlé. « Ça fait 4 ans que vous êtes mariés. » Et son ventre est toujours désespérément vide. Elle est brillante au travail. Elle gagne plein d'argent. Ah super. Mais pour la seule chose qui compte vraiment chez une femme, elle est totalement inutile. Tout son argent ne te donnera jamais un fils. Ce n'est même pas une vraie femme. Étant à l'hôpital à cet instant précis, je n'ai pas entendu ces mots de mes propres oreilles. Si ça avait été le cas, mon cœur aurait été anéanti. Une deuxième fois. Car toutes ces années, l'incapacité d'avoir un enfant était une blessure que j'avais accepté de porter en silence. Uniquement pour protéger la virilité et la dignité de mon mari. J'avais enduré les regards pleins de jugement, les questions faussement innocentes, les moqueries chuchotées. Tout ça, pour Maxime. Et ce jour-là, Maxime, debout au milieu du jardin de son enfance, après avoir entendu sa propre mère, utiliser notre plus grand drame intime pour détruire publiquement sa femme. Maxime a explosé, ses yeux étaient injectés de sang, sa voix était si grave, si profonde, qu'elle en devenait terrifiante. « Ferme-la. » Maman. Chantal a fait un bond en arrière. Épouvantée. Peut être parce qu'elle n'avait jamais, de toute sa vie, entendu son fils utiliser ce ton avec elle. Mais Maxime ne s'est pas arrêté là. Il a fixé sa mère avec une intensité folle. Chaque mot semblait s'arracher de sa propre chair. « Tu n'as aucun droit de dire ça sur Élodie, strictement aucun. » Toute la famille retenait son souffle. Le plus lourd secret de notre mariage était sur le point d'être révélé au grand jour. Quand Maxime a crié « Tu n'as aucun droit de dire ça sur Élodie », un silence de tombe est tombé sur la maison. L'odeur de la viande rôtie et des épices flottait encore, mais plus personne ne pensait à la nourriture. Tous les regards étaient vissés sur Maxime et sur Chantal. Comme si une syllabe de plus suffirait à faire exploser la maison en 1000 morceaux, Chantal a regardé son fils. Les lèvres tremblantes. Elle pensait sans doute que Maxime allait reculer. Depuis l'enfance, Maxime avait toujours été le fils raisonnable, celui qui détestait faire des vagues en public. Quand il n'était pas d'accord, il réglait les problèmes en privé, laissant toujours à sa mère un peu de dignité. Mais aujourd'hui, en brandissant l'absence d'enfant pour m'achever, c'était sa propre mère, qui venait de piétiner la dernière once d'honneur qui lui restait. Chantal a quand même essayé de garder la face. Mais sa voix manquait d'assurance. « Tu oses me crier dessus. Ça fait 4 ans que vous êtes mariés. 4 ans et rien, tu es mon seul fils. La lignée de notre famille va s'éteindre à cause d'elle. » Chloé a tiré doucement sur le pull de sa mère, complètement terrorisée. Clément n'ouvrait plus la bouche. Il avait perdu toute son arrogance de flambeur. Pendant ce temps, les anciens de la famille retenaient leur souffle. Atterrés, attendant la réaction de Maxime, Maxime a fait un nouveau pas vers elle. Ses yeux brillaient de larmes ravalées. Mais sa voix n'a pas tremblé d'un millimètre. « C'est moi qui suis stérile. Pas ma femme. » C'était une phrase très courte, mais l'impact a été similaire à celui d'une bombe nucléaire. Explosant au milieu des invités, la famille entière s'est statufiée. Un cousin qui tenait un verre a littéralement oublié de le porter à sa bouche. Chloé a lâché sa coupe de champagne. Le bruit du verre explosant sur les dalles en pierre a résonné brutalement. Chantal est restée bloquée, comme foudroyée. Son visage, rouge de rage l'instant d'avant, a perdu toutes ses couleurs. Elle a écarquillé les yeux, comme si elle ne reconnaissait plus l'homme qui se tenait devant elle. « Qu'est-ce que tu racontes? Tu as perdu la tête? Un vrai homme n'a pas ce genre de problème. » And 7, Maxime l'a coupé. Et sa voix était tellement froide que, si j'avais été là, j'en aurais frissonné. Je ne suis pas fou. Maman, je suis juste épuisée. Épuisée de laisser ma femme endosser ma honte depuis des années pour protéger mon ego. And Bees, il a sorti son portefeuille et en a extrait une épaisse liasse de papier, parfaitement pliée. Les bords des feuilles étaient un peu abîmés. À force d'avoir été portés dans sa poche depuis si longtemps, il les a jetés violemment sur la grande table centrale de la cour. C'étaient les dossiers médicaux, les analyses de laboratoire et les protocoles de traitement d'une grande clinique spécialisée de Lyon. Tout était étalé à la vue de tous. Maxime a dit d'une voix brisée « Ça fait 3 ans. Pendant ces 3 années,
Celle qui m'a accompagnée dans les couloirs glacés de la clinique, c'est Élodie. Celle qui me rappelait de prendre mes traitements, c'est Élodie. Celle qui s'asseyait en pleurs dans la salle d'attente pour écouter les mauvaises nouvelles des médecins tout en me tenant la main. C'est Élodie. Personne n'osait respirer. Une légère brise est venue soulever le coin des analyses médicales posées sur la nappe. Maxime a dévisagé sa mère. Et chacune de ces phrases était une lame plantée dans le cœur de l'assistance. Quand la famille demandait pourquoi on n'avait pas de bébé, elle baissait la tête et elle prenait toutes vos remarques pour elle. Quand tu lui jetais tes allusions empoisonnées sur la continuité du nom, elle la fermait. Elle se taisait uniquement pour sauver l'orgueil de ton propre fils. Tu sais ce qu'elle a fait un jour. Elle s'est enfermée dans notre salle de bain. Et elle a pleuré pendant près d'1 heure. Mais quand elle est sortie, elle m'a souri. Et elle m'a dit de ne pas perdre espoir. Use. Chantal a titubé en arrière, s'affaissant lourdement sur une chaise. Mais le plus terrible, c'est que même, à cet instant précis, son orgueil l'empêchait d'avouer sa monstruosité. D'une voix tremblotante, elle a balbutié. Mais je ne savais pas. Entaldemay, si tu avais su, Maxime a eu un rire caverneux. Tu ne savais pas? Parce que tu n'as jamais eu envie de savoir. Tu avais juste besoin de quelqu'un sur qui cracher. Et Élodie était la proie idéale. Parce qu'elle était trop gentille pour te cracher au visage en retour, un des grands-oncles s'est levé lentement. Il a regardé Chantal avec un mépris total. Sa voix était chargée de reproches. Chantal, cette fois-ci, tu as commis l'irréparable. Ta belle-fille a protégé l'honneur de ton garçon comme une reine. Et pour la remercier, tu l'as poignardée dans le dos devant nous tous. W. Une autre tante a soupiré lourdement. Et dire que je croyais qu'Élodie était juste arrogante. On s'est tous fait manipuler par tes histoires à dormir debout. Chantal. En entendant ces remarques, le masque de Chantal s'est définitivement désintégré. Elle qui était habituée à être adorée, à être écoutée, à être la parole d'évangile. Là, au centre de sa propre maison, entourée de son propre sang. Les mêmes yeux qui l'admiraient autrefois la regardaient maintenant avec dégoût. Ce sentiment de rejet a dû faire plus mal qu'un coup de poignard, mais Maxime n'avait pas terminé. Il a récupéré la liasse de documents médicaux et a baissé d'un ton. Aujourd'hui, si quelqu'un a besoin de juger quelqu'un, qu'il me juge. Moi. Si vous avez besoin d'insulter quelqu'un pour cette absence d'héritier, insultez-moi. Moi. Mais à partir de cette seconde, plus personne dans cette famille ne prononcera le mot « enfant » devant ma femme. Il a balayé l'assemblée du regard, puis a fixé sa mère. À partir d'aujourd'hui, quiconque s'amuse à humilier, Élodie ne remettra plus jamais un seul orteil chez moi. Et ça te concerne en premier lieu. Maman. Enzefor. Cette phrase a mis le feu aux poudres. Chloé a hurlé. Paniqué. Maxime. Tu deviens fou. Tu vas couper les ponts avec toute ta famille à cause de ta femme. Maxime s'est tourné vers sa sœur avec un regard méprisant. Non. Je choisis simplement de protéger la personne qui s'est sacrifiée pour me protéger pendant 3 ans. Ça te choque. C'est normal. Dans cette baraque, vous avez tellement l'habitude qu'elle encaisse tout à votre place que vous ne supportez pas de voir la réalité en face. Des en fait, Chantal, effondrée sur sa chaise, avait les lèvres qui tremblaient et les yeux rouges. Était-ce de la culpabilité ou de la rage impossible de savoir? Elle dévisageait son propre enfant comme s'il était un parfait étranger. Tu oses humilier ta propre mère devant tes oncles pour elle. Annie Toulida. Maxime lui a répondu du tac au tac. Ce n'est pas à cause d'elle. C'est toi toute seule qui t'es couverte de honte. Enba. Juste au moment où la tension atteignait son paroxysme, le téléphone de Maxime a sonné. Mon nom s'est affiché sur l'écran. Le visage de Maxime s'est décomposé et il a répondu à la vitesse de l'éclair. À l'autre bout, j'arrivais à peine à aligner 3 mots. On entendait seulement ma voix trembler, saccadée par des sanglots incontrôlables. Maxime. Le médecin vient de m'appeler. Je dois signer des papiers. Elle s'enfonce. Maxime. Son état s'aggrave. Nentefit.
Maxime est devenu blême. Toute la rage meurtrière dans ses yeux a instantanément fait place à la panique. Il n'a fourni aucune autre explication aux invités. Il a simplement attrapé ses clés de voiture sur la table. Avant de passer la porte du jardin, il a jeté un ultime regard glacial à sa mère. « Tu as forcé Élodie à quitter sa mère mourante pour venir faire rôtir ta viande. Eh bien maintenant, l'état de sa mère est critique. S'il te reste ne serait-ce qu'une miette de conscience dans le corps, et n'ose plus jamais l'appeler une mauvaise fille. Enze Prosty. » Et sur ce, il a sprinté vers sa voiture. Derrière lui, la cour entière a sombré dans un silence angoissant et poisseux. Pendant ce temps, à l'hôpital, j'étais debout devant le comptoir des infirmières, un stylo à la main, m'apprêtant à signer le consentement chirurgical. Ma main tremblait tellement que ma signature était presque illisible. Je n'avais aucune idée qu'en l'espace d'une matinée, Maxime venait de révéler devant sa famille tout ce que nous avions encaissé depuis des années. Quand j'ai fini de signer ce maudit document, mes genoux ont lâché. Les lettres sur le formulaire se sont brouillées sous mes larmes. La voix du médecin me parvenait comme à travers un épais brouillard. Je n'arrivais à capter que des bribes de phrases horribles. Insuffisance cardiaque aiguë. Surveillance maximale. Probabilité d'une nouvelle intervention. Ends from seeding. Chaque mot m'écrasait la poitrine comme un bloc de béton. C'était si lourd que j'étouffais. Le médecin m'a regardé avec compassion. Sa voix s'est faite très douce. Essayez de rester calme. Je vous en prie. Nous allons faire le maximum. Ne desprends. J'ai hoché la tête. Mais mes mains refusaient d'arrêter de trembler. Le stylo a glissé de mes doigts et a rebondi sur le lino froid avec un petit bruit sec. À cet instant, j'ai eu l'impression que le monde entier s'effondrait sous mes pieds. Je me suis baissée pour le ramasser. Mais mes jambes m'ont trahi. Je suis tombée à genoux. C'est exactement là que j'ai senti une main familière s'agripper à mon épaule. Je me suis retournée. Maxime était là, debout derrière moi. Il était complètement essoufflé. Sa chemise était froissée. Son front brillait de sueur. Il avait dû conduire comme un fou furieux pour arriver si vite. Il ne m'a posé aucune question inutile. Il ne m'a pas fait de reproches, en me demandant pourquoi je ne l'avais pas appelé plus tôt. Il m'a simplement tiré vers lui. Il m'a enlacé de toutes ses forces. Et sa voix, que venue du fond des tripes, a résonné contre mon oreille. Je suis là. N'aie pas peur. Je suis avec toi. Ananse. En entendant cette phrase, en plein milieu de ce couloir d'hôpital stérile, j'ai explosé en sanglots. Toute la force que j'avais dû feindre depuis des heures, tout face au médecin, face à la douleur de ma mère, et face au harcèlement de ma belle-mère. Toute cette carapace volait en éclats. J'ai agrippé sa chemise à pleines mains, et j'ai hurlé de tristesse contre son torse. J'ai si peur. Maxime. J'ai tellement peur. Maman. Pourquoi ça lui arrive à elle? Maxime m'a serré encore plus fort et m'a chuchoté dans les cheveux. Elle va s'en sortir. Je suis là avec toi. Mon amour. À partir d'aujourd'hui, plus personne ne t'obligera à faire quoi que ce soit. Plus jamais. Inabrivai. Je continuais de pleurer à chaudes larmes, hochant la tête contre lui. J'ignorais totalement qu'à ce même moment, chez ma belle-mère, l'événement qu'elle avait monté de toutes pièces pour m'humilier était en train de virer au cauchemar absolu. Après le départ précipité de Maxime, l'atmosphère dans la grande cour en pierre était devenue irrespirable. Les oncles, les tantes et les cousins, qui venaient tout juste d'apprendre la dette monumentale de Clément et la stérilité de Maxime, avaient définitivement perdu l'appétit. Les plateaux étaient à moitié vides. Mais c'était le respect de la famille qui avait été totalement siphonné. Quelques anciens, écœurés, ont commencé à se lever de table pour prendre congé. Chantal, d'une voix chevrotante, a essayé de les retenir par la manche. « S'il vous plaît. Asseyez-vous. Mangets on poi. Les querelles de famille. On réglera ça plus tard. C'est quand même la cérémonie du grand-père. » Info. Mais la tante aux cheveux blancs, celle-là même qui m'avait critiqué quelques heures plus tôt, a repoussé la main de Chantal et a poussé un grand soupir. « Chantal, le ciel t'avait offert une belle fille en or massif.
et tu l'as traité comme un vulgaire paillasson. Ne viens pas pleurer si tes enfants te tournent le dos maintenant. Une femme donne tout ce qu'elle a pour ta famille. Et tu lui marches dessus pour t'amuser. En entendant ça, Chantal a blêmi à vue d'œil. Chloé s'est avancée. Révoltée. Essayant de sauver les meubles. Ma tante, c'est injuste de parler comme ça à ma mère. Elle a juste voulu protéger nos traditions familiales, mais plus personne ne la soutenait. Un autre oncle a levé la main pour la faire taire. La tradition. Ma fille. Ce n'est pas ordonné à une femme d'abandonner sa mère sur son lit de mort. Et la tradition, ce n'est sûrement pas de couvrir un petit frère accro au casino en volant l'argent de sa belle-sœur. Parón. Les invités ont franchi le portail. Le bruit des moteurs de voiture qui démarraient. Les bruits de pas traînant sur les graviers. Les adieux extrêmement froids. Le jardin se vidait à une vitesse folle. Chloé bouillait de rage au milieu du jardin. Impuissante. Clément s'était fait tout petit. Tel un rat acculé dans un coin de la terrasse. Ses yeux filaient furtivement vers sa mère. Puis vers le portail. Dans sa poche, son téléphone n'arrêtait pas de vibrer frénétiquement. Et ce qui devait arriver arriva. Soudain, 3 hommes au profil, très inquiétants, se sont postés devant le portail ouvert. Celui de devant portait une veste en cuir et affichait un sourire glacial. Il a repéré Clément sur la terrasse et a ricané. Le repas de famille est terminé. Clément, le délai est écoulé. On fait quoi pour les intérêts de ce mois-ci? Du coup, le jardin, qui venait à peine de se vider, a de nouveau basculé dans la terreur. Les jambes de Clément tremblaient tellement qu'il a couru se cacher derrière le dos de sa mère. Chantal, partagée entre la panique absolue et la fureur, s'est avancée vers le portail. « Vous êtes qui ?»« Vous. Aujourd'hui, on fait une cérémonie à la maison. Ne venez pas chercher les problèmes ici. » Le gars a éclaté de rire. « Demandez à votre cher petit garçon. »« Madame, il avait promis de régler le principal et les intérêts aujourd'hui, avant midi. Sinon, vous n'aimeriez pas qu'on publie la vidéo de lui, à genoux en train de pleurer comme un bébé, pour supplier un délai supplémentaire. Pas vrai, ça ferait désordre sur Internet. Every you. En entendant le mot « vidéo », le sang de Chantal s'est figé. Toute sa vie, elle n'avait vécu que pour la réputation et le regard des autres. Et aujourd'hui, cet honneur tant chéri était littéralement en train d'être piétiné à l'entrée de sa propre maison. Chloé a attrapé Clément par le col de sa chemise et l'a tiré vers l'intérieur en hurlant. « Dans quoi tu nous as encore fourrés ?»« Espèce d'abruti ?» Clément s'est débattu en braillant. « Lâche-moi, tais-toi. Je cherche une solution. » Mais sa voix sautait dans les aigus. Ses yeux trahissaient une terreur totale. Chantal regardait ce petit dernier qu'elle avait surprotégé et idolâtré toute sa vie. Elle était partagée entre l'instinct maternel et le dégoût. Et finalement, comme à son habitude, elle a rejeté la faute sur quelqu'un d'autre. Tout ça, c'est parce que Maxime est parti. S'il était resté à la maison, cette racaille serait déjà repartie. Mais cette fois, sa phrase n'a trouvé aucun écho. Même Chloé n'avait plus l'énergie de défendre sa mère, la maison. Et noir de monde, le matin même, n'était plus qu'un cimetière de plats froids, de vaisselle sale empilée, sous une ambiance d'apocalypse, en fin d'après-midi, alors qu'elle nettoyait la petite table du salon, où était posée la photo du grand-père, et quelques bougies, Chantal s'est soudainement souvenue de l'enveloppe. C'était la grosse enveloppe contenant tout l'argent en espèces donné par les oncles, les tantes et les cousins ce matin-là, censé couvrir les frais du traiteur et de l'événement. Et ce n'était pas une petite somme. Le matin, elle s'était vantée du nombre incroyable d'invités qui s'étaient déplacés. L'enveloppe contenait près de 2500 € en billets. Pour elle, ce n'était pas que de l'argent. C'était la preuve tangible que la famille la respectait encore, mais quand elle a ouvert le tiroir du meuble du salon, son cœur a raté un battement. L'enveloppe de 2500 € n'était plus là. Elle a fouillé tous les tiroirs, sous les nappes, entre les vases de fleurs, mais il n'y avait rien. Ces cris perçants ont fait accourir Chloé et Clément en trombe depuis la cuisine. L'argent, l'enveloppe de la cérémonie, elle a disparu. La maison est repartie dans un chaos infernal. Chloé a immédiatement pointé du doigt les femmes de ménage du traiteur. C'est forcément quelqu'un qui l'a volé, fermez le portail, personne ne sort d'ici.
Clément a sauté sur l'occasion pour l'appuyer. C'est clair, il n'y a qu'eux qui faisaient des allers-retours dans la maison. Les serveurs, blêmes, juraient leur grand Dieu qu'ils n'y étaient pour rien. C'est au beau milieu de ce lynchage, sous la pergola, qu'un petit neveu d'environ 7 ans, qui jouait avec une console, a levé la tête et a dit avec toute l'innocence du monde « Mais… » J'ai vu tonton Clément prendre la grosse enveloppe et la mettre dans sa veste. Après, il est parti par la porte de derrière. En case, le salon a été frappé par la foudre. Chloé a tourné la tête si fort vers son frère qu'elle a failli se faire un torticolis. Chantal a fixé Clément, les yeux exorbités, la bouche ouverte. Clément est devenu translucide. Une sueur grasse a recouvert son front. Il a reculé d'un pas en bredouillant. C'est… Ce gamin raconte n'importe quoi. Je l'ai juste prise sans faire exprès. Mais sa voix tremblante le condamnait d'office. Chantal regardait son fils adoré. Celui qu'elle avait défendu bec et ongles toute sa vie. À ce moment précis, elle réalisait que c'était son sang. La chair de sa chair, qui venait de jeter toute leur famille dans le précipice. Elle s'est écroulée sur une chaise en paille. Elle a plaqué ses mains contre sa poitrine et a murmuré d'une voix brisée. « Non. Mon Dieu. Non. » And 40x. Pendant ce temps-là, à l'hôpital, j'étais toujours assise aux côtés de Maxime devant le bloc des urgences. Nos doigts étaient entrelacés. Je ne faisais que prier en boucle pour que ma mère survive. J'ignorais totalement que la véritable tempête venait d'éclater dans la maison familiale et que cette tempête avait été déclenchée par celui que Chantal s'était juré de protéger contre le reste du monde, son propre fils. Après la disparition de l'enveloppe, la maison de Chantal ressemblait à un marché aux puces, sur le point de fermer, en plein pillage. Les restes de repas gisaient toujours sur les tables du jardin. Les montagnes d'assiettes sales n'étaient pas débarrassées. Les fleurs de la cérémonie fanaient tristement dans leurs vases. Mais plus personne ne s'en souciait. Tous les regards étaient vissés sur Clément, le petit dernier. L'enfant gâté que sa mère défendait au péril de sa propre vie. Chloé a été la première à dégainer. Elle a couru claquer la porte du jardin. Sa voix a fusé. « Stridente. Personne ne sort d'ici. Tout le monde se rassemble dans le salon. » Tout de suite, les serveurs et l'équipe du traiteur étaient terrorisés. Une jeune employée a pleuré pour se défendre. « Madame, on a débarrassé que les tables du jardin, personne de notre équipe n'a mis les pieds dans les chambres ou le salon privé, mais Chloé ne voulait rien entendre. Elle avait désespérément besoin d'un bouc émissaire. N'importe qui. Tant que ce n'était pas son frère. Chantal se tenait au milieu du salon. Agrippée au bord de la table. Elle était livide. Mais elle essayait encore de jouer les patronnes intraitables. Tant que l'argent n'est pas sur cette table, personne ne rentre chez soi. 2500 €. Ce n'est pas de la petite monnaie. Si cette affaire n'est pas réglée dans la minute, j'appelle la police. Anatina Veri. Ses menaces sonnaient fort. Mais ses yeux fuyaient sans cesse vers Clément, comme si ses tripes lui hurlaient la vérité. Le petit-neveu, depuis son canapé, a chuchoté à nouveau. Je vous jure que c'est vrai. Maman. Tonton Clément a mis l'enveloppe pleine de billets dans sa veste, et il s'est enfui par l'arrière de la cour. The Boystenine. Clément a brusquement pivoté, les yeux sortant des orbites. Qu'est-ce que tu en sais? Toi, qui t'as appris à raconter des mensonges pareils? Le petit garçon, terrifié par le hurlement de son oncle, s'est caché derrière les jambes de sa mère en pleurant. Sa mère l'a pris dans ses bras et a fusillé Clément du regard. Ce n'est qu'un enfant. Il dit juste ce qu'il a vu. Pourquoi tu t'énerves comme ça si tu n'as rien à te reprocher? Clément s'est renfrogné, essayant de sauver les meubles. C'est faux. La maison est un vrai moulin aujourd'hui. N'importe qui aurait pu la voler. Arrêtez de tout me mettre sur le dos juste parce que j'ai des petits problèmes de trésorerie. Cette réplique a encore empiré la situation. Alors que personne n'avait parlé de dette, c'était lui-même qui venait de tendre le bâton pour se faire battre. Sébastien n'était pas encore parti. Accoudé contre un pilier de la terrasse, les bras croisés, il contemplait le naufrage avec fascination, avec un calme olympien. Il a balancé la phrase, qui a achevé tout le monde. Bah. Au pire. Il y a des caméras de sécurité au-dessus de la porte du jardin. Non. Il suffit de regarder l'enregistrement. Damitune.
En entendant le mot « caméra », le visage de Chantal s'est décomposé. Elle a balayé l'idée d'un geste de la main. Faussement désinvolte. Oh. En ces vieilles caméras, elles sont en panne depuis des mois. Ça ne donnera rien. That's it. Sébastien a laissé échapper un ricanement sardonique. En panne. C'est marrant. J'ai vu la petite lumière rouge clignoter ce matin quand je suis arrivée. Ce sont des caméras haut de gamme. Chantal. Je reconnais le modèle. En de genre. Chloé a froncé les sourcils. Devenant très agressive. Sébastien. Tu es un invité. Assieds-toi et tais-toi. C'est une affaire de famille. On va régler ça nous-mêmes. Sébastien lui a répondu du tac au tac. C'est justement parce que je suis un invité que j'exige que tout soit clair. Je n'ai pas envie qu'on porte le chapeau à des serveurs innocents juste pour couvrir vos petites affaires de famille. Nickenzapper. Les mots de Sébastien ont provoqué un mélange de terreur et de gratitude chez les employés du traiteur. Chantal essayait encore de noyer le poisson quand le téléphone de Chloé a sonné. C'était un appel vidéo FaceTime de Maxime. Depuis l'hôpital, l'un des oncles, resté dans le jardin, avait dû lui envoyer un message pour le prévenir du vol. À peine Chloé a-t-elle décroché que le visage implacable de Maxime est apparu à l'écran. « Vous avez vérifié les caméras ?» a-t-il demandé froidement. Chloé a bafouillé. « Eh oh !» Maman dit qu'elles sont cassées. Oh masterisé. La voix de Maxime est devenue glaciale. Le système des caméras est directement relié à l'application sur ton téléphone. Chloé, ouvre les enregistrements tout de suite. Sign on. J'appelle l'installateur moi-même pour vérifier les logs du système. After Joe, coincé. N'ayant plus aucune échappatoire. Chloé a ouvert l'application sur son smartphone. Tout le monde s'est agglutiné autour de la petite table du salon. Elle a sélectionné l'heure exacte de la fin du repas. La séquence vidéo montrant la cour arrière en désordre s'est lancée. « Être là !» La silhouette de Clément est apparue sur l'écran en haute définition. On le voyait regarder nerveusement à gauche et à droite. Il se précipitait vers le meuble du salon. Il ouvrait le tiroir d'un coup sec. Il attrapait la grosse enveloppe blanche. La fourrait précipitamment dans la poche intérieure de sa veste de costume. Puis filait vers la cour arrière. Il escaladait le muret près de la fontaine et disparaissait du champ de la caméra. Personne n'a pu prononcer un seul mot. Clément a reculé d'un pas. Titouban. Son visage était vide de tout sang. Chloé a ouvert la bouche pour crier. Mais aucun son n'en est sorti. Chantal s'est laissée tomber sur la chaise, les yeux écarquillés, fixant l'écran de téléphone sans cligner des yeux, comme si le monde réel n'existait plus. Quelques secondes plus tard, elle a chuchoté. Comme perdue dans ses pensées, il devait avoir une urgence. Il l'a juste emprunté pour quelques heures. Mon fils n'est pas un voleur. Tchak, un vieil oncle, debout près de la porte, a explosé de rage. Sa voix tremblait d'indignation. Voler l'argent sacré, récolté en la mémoire de son propre grand-père. Et s'enfuir, en sautant par-dessus un mur. Tu appelles ça faire un emprunt. Chantal s'est retournée vers lui, les yeux injectés de folie furieuse. Ne parlez pas de mon fils comme ça s'il a fait une bêtise. C'est parce qu'il était acculé, désespéré, et Chloé, ayant soudain trouvé l'excuse parfaite, s'est penchée vers le téléphone, sachant que Maxime écoutait. Mais bien sûr tout ça, c'est parce qu'Élodie nous a fait un scandale ce matin. Si elle avait été là pour s'occuper de tout comme une vraie belle-fille, Clément n'aurait pas été stressé et il n'aurait pas pété les plombs. Dès qu'elle a terminé sa phrase, un autre oncle a frappé son poing contre la porte en bois, pilé l'argent de sa propre famille et essayé de faire porter le chapeau à une belle fille qui pleure dans les couloirs d'un hôpital. Mais vous n'avez donc aucune honte. Aucune, cette fois-ci. Absolument personne ne s'est levé pour défendre Chloé ou Chantal. Même les vieilles tantes qui m'avaient taillé en pièces le matin même détournaient les yeux avec un profond dégoût. C'est à cet instant précis que des coups d'une brutalité inouïe ont résonné contre le portail métallique. Les 3 voyous de tout à l'heure étaient revenus, mais cette fois, leur expression n'avait plus rien de moqueur. C'était de la pure intimidation. Le chef de bande a hurlé à travers les barreaux. « Clément, sort de là. Et petite vermine, ne crois pas que te terrer dans les jupes de ta mère va effacer ton ardoise.
En entendant cette voix de voyou, les jambes de Clément ont lâché. Il a rampé pour aller s'agripper derrière la chaise de sa mère, Chantal, partagée entre la panique pure et la volonté de protéger son domaine. S'est avancée vers le portail. Tremblante. « Qu'est-ce que vous voulez sortir de chez moi? Il y a une fête familiale. » « Pas de scandale ici. » Le gars a ricané méchamment. « Mais demandez à votre fiston chéri. Il avait juré sur sa vie de payer sa dette et les intérêts de retard aujourd'hui. S'il ne sort pas le fric maintenant, je vous promets que la vidéo de votre fils en train de pleurer à genoux comme un lâche fera le tour de la ville ce soir. Vous êtes une famille pleine de fierté. Non. Ce serait dommage que vos oncles et tantes voient ça sur Facebook. » Vikenna. À ces mots, Chantal est devenue d'une pâleur cadavérique. La seule chose qui comptait à ses yeux les apparences, sa dignité sociale, son honneur, et tout ce château de cartes était en train de s'effondrer publiquement, devant le portail de sa propre demeure, en larmes, tremblante de tous ses membres. Elle a pris son téléphone et a appelé Maxime. À ce moment-là, Maxime et moi étions toujours assis dans le couloir de la réanimation. La tension liée à l'opération de ma mère nous épuisait. Dès qu'il a décroché, les hurlements hystériques de sa mère ont percé les haut-parleurs. Maxime fait un virement tout de suite. Tu dois sauver ton frère. Ils sont devant la porte. Ils nous menacent de mort. Maxime a fermé les yeux, écrasé par la fatigue. Sa voix était lasse, mais d'une fermeté absolue. Je ne paierai plus jamais les dettes de jeu de cet imbécile. Isenei, Chantal a poussé un cri d'orfraie. Mais c'est ton sang, c'est ton frère. Maxime a pris une grande inspiration et a répondu. Très lentement. Élodie est ma femme. Sa mère est ma mère. Pourquoi tu n'as pas pensé à cette notion de famille ce matin? À l'autre bout du fil, il n'y a eu que du silence. Cette seule phrase venait de détruire toutes les excuses bidons que Chantal avait utilisées pour me rabaisser, mais son orgueil maladif était tel que, même acculée au bord du gouffre, elle refusait de s'avouer vaincue. Elle a craché son venin une dernière fois. Très bien. Si tu ne rentres pas pour sauver la vie de ton propre frère, à partir de cet instant, tu n'es plus mon fils. Notre famille n'a pas besoin d'un héritier qui sacrifie les siens pour les beaux yeux de la mère de sa femme. 2-3. Maxime m'a regardé. J'étais affaissée sur le siège en plastique de l'hôpital. Mes yeux étaient gonflés et rougis par les pleurs. Il a repris le téléphone. Si tu veux me rayer de ta vie, fais-le. Mais écoute-moi bien. Parce que c'est la dernière fois que je te le dis, je n'utiliserai plus jamais l'argent ou le bonheur de ma femme pour éponger les erreurs de Clément. Celui qui commet une faute en paie le prix. Enzetine. Et il a raccroché. L'appel était terminé. De l'autre côté de la ville, Chantal est restée plantée au milieu de sa cour dévastée. Le téléphone mort collé à l'oreille. Elle avait été persuadée que le simple mot « frère » suffirait à faire plier Maxime. Comme à l'ancienne époque, mais cette fois, ce n'était plus moi qui devais me taire. Ce n'était plus moi qui devais courber l'échine et ravaler mes larmes pour encaisser les fautes des autres. Toute sa famille élargie était toujours là, debout dans le jardin, l'observant avec un mélange d'immense pitié et de dégoût profond. Et pour la toute première fois de sa vie, Chantal a compris en croisant ses regards que le pouvoir absolu dont elle jouissait dans cette maison venait de lui filer entre les doigts. Pour toujours, après les événements tragiques de cette journée, je n'ai plus jamais remis un orteil dans la maison familiale de mon mari. Non pas par soif de vengeance ou pour faire une crise, mais parce que j'étais tout simplement vidée. Rincée, il y a des blessures que l'on arrive à supporter tant qu'on est plongé dans l'action, par pure survie, mais quand le rideau tombe et que la vérité éclate, on réalise soudain à quel point notre cœur a été mutilé. Ma mère a dû rester hospitalisée pendant 3 semaines complètes pour se rétablir totalement. Pendant cette période, j'ai littéralement habité à l'hôpital. Le jour, je gérais ses repas, ses médicaments, les échanges avec les cardiologues. La nuit, j'étalais une veste sur les sièges de la salle d'attente et j'essayais de grappiller quelques heures de sommeil. Pendant tout ce temps, Maxime faisait les allers-retours infernaux entre son bureau, notre appartement de Lyon, et l'hôpital Louis Pradel. Souvent, il sortait d'une réunion très tard, aux alentours de minuit, et venait me rejoindre directement.
Il m'apportait un plat chaud récupéré au distributeur ou à la cafétéria du rez-de-chaussée, ce qui me soulageait le plus. C'était qu'il ne me demandait jamais d'être la sainte patronne du pardon. Il ne me balançait jamais ces horribles phrases comme « Allez, oublie tout ça. Passe l'éponge » ou « C'est quand même ma mère. Fais un effort pour la famille. » Non. Il s'asseyait juste à côté de moi, en silence, comme un véritable ami qui tiendrait un parapluie au-dessus de vous pendant une tempête de grêle. Sans avoir besoin de faire de grands discours, il me gardait au sec. Tout simplement, une nuit, alors que ma mère s'était endormie. Maxime et moi étions assis côte à côte dans le couloir de l'hôpital. Le silence était assourdissant. On n'entendait que le ronronnement glacial de la climatisation et les néons jaunâtres qui grésillaient au-dessus de nos têtes. J'étais appuyée contre le mur, trop épuisée pour aligner deux pensées cohérentes. Maxime est resté muet un très long moment. Puis il m'a chuchoté. « Je te demande pardon de t'avoir laissé vivre dans ces conditions pendant toutes ces années. » Oftellude. J'ai secoué la tête avec lassitude. « Ce n'est pas de ta faute. » Maxime. Honteux. Il a esquissé un sourire plein de tristesse. « Bien sûr que c'est de ma faute. Je croyais qu'être neutre. C'était suffisant pour maintenir la paix. Mais j'ai compris que rester silencieux. Ça revient juste à laisser la personne qu'on aime se faire massacrer à petit feu. MC. Il m'a regardé. Et avec une douceur absolue, il a déclaré « Tu n'as plus besoin de jouer à la belle fille parfaite. J'ai juste besoin que tu sois toi. Ça me suffira pour le reste de ma vie. » En entendant ces mots, j'ai fondu en larmes. Ce n'étaient pas les mêmes larmes de rage que lorsque Chantal m'humiliait, c'étaient des larmes de pure délivrance. Je me sentais enfin vue, enfin comprise, enfin validée. Le fait d'avoir supporté tant de crasse ne venait pas de ma faiblesse ou d'une prétendue hypocrisie, c'était juste de l'amour. Et il le savait. Depuis ce jour fatal, Chantal a appelé Maxime des dizaines de fois. Parfois, elle pleurait toutes les larmes de son corps, accusant son fils d'avoir trahi sa propre mère pour une intruse. Parfois, la colère reprenait le dessus. Elle le maudissait et jurait que notre mariage avait précipité la ruine de la famille. Mais il y a aussi eu des appels où, après un long silence pesant, elle demandait d'une voix minuscule « J'ai vraiment été un tel monstre que ça. » Maxime n'a jamais perdu son sang-froid avec elle. Il décrochait poliment. Mais sa position était un mur de béton armé. « Maman, si un jour tu veux revoir ta belle-fille ou la mère de ta belle-fille, tu devras t'excuser. Formellement. » Terry. À chaque fois qu'il disait ça, Chantal raccrochait ou se murait dans le silence. Elle n'avait probablement jamais baissé la tête devant qui que ce soit de toute son existence. Le mot « pardon » lui arrachait la bouche. C'était pire que de perdre un bras ou toute sa fortune. Quant à Chloé, depuis le fameux scandale du traiteur, ses petites piques mielleuses sur WhatsApp ont totalement disparu. Les captures d'écran des virements bancaires et des messages de Sébastien avaient tourné dans le groupe de la grande famille à la vitesse de la lumière. Tous ses oncles et tantes, qui n'avaient jusque-là entendu que la version romancée de Chantal, découvraient soudainement mon vrai visage. Désormais, lorsque Chantal tentait de se plaindre de sa bru, elle récoltait des silences gênés. Plus personne ne la soutenait avec ferveur. Concernant Clément, il a fini par se prendre le mur de la réalité en plein visage. Maxime ayant catégoriquement refusé de payer les voyaux, et Chantal n'ayant plus les moyens de couvrir les conneries de son chouchou. Clément a dû vendre sa propre voiture, brader ses montres, et aller bosser comme apprenti dans le garage automobile d'un cousin éloigné pour rembourser ses créanciers. Pour la première fois de sa pitoyable vie, il a appris ce que signifiait le mot « responsabilité ». La famille élargie de Maxime s'est retrouvée complètement fracturée. Certains anciens trouvaient toujours que Maxime avait manqué de respect à sa mère en déballant le linge sale en public. Mais la grande majorité des cousins et des tantes a commencé à me traiter avec beaucoup d'égard. Les vieilles tantes qui me jugeaient autrefois ont été les premières à m'appeler pour prendre des nouvelles du cœur de ma mère. L'une d'elles a même dit à Maxime au téléphone « Élodie a la patience d'un ange. Vous avez une chance inouïe de l'avoir chez nous. » Oh Fino, quand il me l'a raconté, j'ai juste souri avec nostalgie. Si seulement ces mots avaient été prononcés 3 ans plus tôt, on n'en serait pas arrivé à ce massacre.
1 mois environ après l'opération. Ma mère a reçu l'autorisation de quitter l'hôpital. Ce matin-là, il pleuvinait doucement sur Lyon. J'étais en train d'éplucher une pomme pour ma mère, assise près de son lit. Quand j'ai entendu 2 petits coups hésitants frapper à la porte de la chambre, j'ai levé la tête. Et je suis restée de marbre. Chantal se tenait dans l'encadrement de la porte. Elle portait un long manteau marron et serrait contre elle un petit sac en papier, contenant quelques mandarines et des biscuits. 1 mois à peine s'était écoulé. Mais elle semblait avoir vieilli de 10 ans. Son visage, d'ordinaire si altier et tendu, était ravagé. Elle avait des poches immenses sous les yeux, preuve de terribles insomnies. Elle est restée pétrifiée sur le seuil, n'osant pas faire un pas de plus. Finalement, avec une voix cassée qui grésillait d'angoisse, elle a murmuré « Je peux entrer ». Ma mère l'a fixée pendant quelques secondes, puis a acquiescé d'un très léger mouvement de tête. Chantal s'est avancée à petits pas et a posé le sac de fruits sur la table de chevet métallique. Son aura de matriarche tyrannique s'était totalement évaporée. Elle triturait la lanière de son sac à main, ne sachant absolument pas où se mettre. Après une éternité de silence gêné, elle a chuchoté en fixant le sol. « J'ai fait une erreur. » An infirmity. Dans le silence clinique de la chambre, on n'entendait que le bruit des gouttes de pluie frappant la vitre. Ma mère ne l'a pas insultée. Elle ne l'a pas rabaissée. Elle l'a simplement regardée et lui a répondu avec une lenteur accablante. « Ce n'est pas le fait que vous m'ayez fait du mal qui m'effraie. Chantal, c'est le fait que vous ayez voulu détruire ma fille pour y arriver. Land is pro. » Cette phrase a foudroyé Chantal. Ses yeux se sont immédiatement embués de larmes. Elle a tourné la tête vers moi, les lèvres tremblantes. On voyait qu'elle essayait désespérément de sortir un mot, mais l'effort semblait physiquement insurmontable. Cette femme, qui hurlait devant toute sa famille et utilisait les mots les plus ignobles pour me mettre en laisse, avait maintenant l'air d'une petite fille terrorisée qui a cassé un vase et qui ne sait pas comment réparer les morceaux. Je l'ai fixée intensément. Puis j'ai déclaré d'une voix neutre « Chantal, vous n'avez pas besoin de m'aimer comme votre propre fille. J'ai juste besoin, à partir d'aujourd'hui, que vous me respectiez comme un être humain. C'est tout ce que je demande. » Desanai. Chantal a baissé la tête en signe d'assentiment. Depuis le premier jour où j'avais mis un pied dans la famille de Maxime, je n'avais plus vu cette lueur de défi ou cette soif de contrôle maladive dans ses yeux. Il ne restait plus que l'épuisement et les remords d'une femme qui réalise qu'elle a tout brûlé autour d'elle pour rien. À partir de ce jour-là, l'air toxique qui stagnait entre Chantal et moi s'est dissipé très lentement. Après la sortie de l'hôpital, ma mère est venue s'installer chez nous pendant plusieurs semaines. Maxime a pris en charge la quasi-totalité de l'entretien de l'appartement pour que je puisse me reposer et veiller sur ma mère correctement. Pendant cette convalescence, Chantal a essayé de passer à l'appartement à plusieurs reprises, mais je laissais la porte fermée. Je n'étais pas prête à l'accueillir dans mon sanctuaire. Maxime faisait bloc avec moi. Il descendait dans le hall de l'immeuble et répétait inlassablement le même discours à sa mère. « Maman, Élodie doit s'occuper de Sophie. Ce n'est pas le moment de les perturber. Si tu as besoin de parler, on le fera quand la tempête sera passée. » Israme. Il était hors de question que la moindre onde négative vienne perturber la guérison de ma mère. Quand ma mère a pu rentrer chez elle, en pleine forme, Chantal a commencé à téléphoner. Sa voix n'avait plus rien de hautain ni de sarcastique. C'était la voix d'une mère inquiète, teintée de lourds regrets. C'est Maxime qui filtrait les appels. Il lui disait poliment que ma mère allait bien, mais que j'étais toujours saturée de travail et d'angoisse. Il lui a fait promettre de ne plus nous harceler par téléphone. Et lui a dit que le face attendrait que je sois prête. Environ 1 mois plus tard, ma mère avait repris sa routine habituelle. Pleine de filles. Ce dimanche-là, Maxime et moi prenions le soleil sur le balcon. En me tendant ma tasse de café, Maxime a glissé l'air de rien. Ma mère a appelé. Elle voudrait vous inviter à prendre un café. Ta mère et toi. Tu en dis quoi? Je l'ai regardé par-dessus le rebord de ma tasse. Des années de rancune, de rage et de frustration étaient encore logées dans un coin de ma mémoire. Mais elles ne me dévoraient plus. Je ressentais juste une immense fatigue. Discord? Ai-je soufflé? Je suis prête à la voir.
Mais à une seule condition, ma mère vient avec moi. Non, Rita. Maxime a été surpris. Tu es sûr tu as envie de replonger ta mère dans cette ambiance tendue? J'ai hoché la tête vigoureusement. Absolument certaine. Ma mère s'est sacrifiée. Elle a failli en mourir. Elle s'est tue parce qu'elle refusait que je souffre. Maintenant, c'est à elle d'entendre ce qui doit être dit. Parce que ce n'est pas seulement mon histoire. C'est aussi la sienne. Andrew Canham. Maxime a souri doucement. Très bien. Je l'appelle pour organiser ça. Enzik, la semaine suivante, la rencontre a eu lieu. Pas dans la grande maison de famille oppressante, mais sur un terrain neutre, une jolie petite brasserie au centre-ville. Ma mère est venue avec moi. Heureusement. Elle n'avait plus besoin de son fauteuil roulant. Même si elle marchait doucement. Chantal et Chloé étaient déjà installées à une table au fond du café. Elles nous attendaient avec l'air d'être assises sur des chardons. Le visage de Chantal était terne. Chloé, en fidèle à elle-même, tirait un peu la tronche. Mais elle se forçait à rester muette. L'atmosphère était lourde à couper au couteau. Maxime s'est assis à côté de moi, glissant sa main dans la mienne sous la table. Comme toujours, le serveur a apporté les cafés. Un long silence est tombé. Puis, Chantal a pris la parole. Une voix minuscule, hésitante. À des années-lumière de la générale d'armée que j'avais connue, Élodie. Sophie. Je me suis comportée d'une façon abjecte. Je vous demande pardon à toutes les deux. Sincèrement, Ailou, entendre le mot « pardon » s'extraire de la bouche de Chantal. C'était comme voir le soleil se lever à minuit. Ça faisait des années que j'attendais qu'on reconnaisse ma dignité. Ma mère a regardé Chantal. Calmement. Aucune haine dans les yeux de ma mère. Juste la lassitude infinie, d'une maman qui a eu très peur pour son enfant. Chantal. Moi. Je voulais juste que ma fille vive en paix. Je n'ai jamais cherché à m'imposer dans votre famille. Année. Chantal a baissé les yeux vers sa tasse. Je sais. Sophie. J'étais complètement aveuglée. Le pouvoir m'a rendue toxique. J'avais tellement peur de perdre la main mise sur mon fils. Tellement peur de ne plus être la matriarche qu'on respecte. Que j'ai fini par briser votre fille. Dendaro. Elle s'est ensuite tournée vers Chloé. Chloé s'est raidie. Elle refusait de croiser nos regards. Mais Chantal, avec une soudaine fermeté, lui a ordonné « Chloé, à ton tour, demande pardon à Élodie et à Madame Sophie. » And of fait, Chloé a grimacé, a avalé sa fierté, et a marmonné. La voix tremblotante, Élodie. Madame Sophie. Je suis désolée. Moi aussi. J'ai suivi bêtement les histoires de maman sans réfléchir. J'ai été méchante. Il faut zen. Le silence a repris ses droits autour de la table. Ma mère et moi. On a échangé un regard complice. Maxime m'a serré la main avec tendresse. Ses excuses n'allaient pas magiquement effacer le passif ni recoller tous les morceaux, mais c'était la toute première pierre d'une véritable guérison. Le fait de les voir assumer la honte de leurs actes devant moi, de mes propres yeux, m'a retiré un poids monstrueux des épaules. Mais je tenais à être claire. Merci pour vos mots. Chantal, ai-je dit avec un calme implacable, je suis soulagée de les entendre. Mais ce n'est pas parce que vous vous excusez qu'on efface l'ardoise en un claquement de doigts. J'ai gardé le silence pendant des années. J'ai avalé de la boue pour maintenir l'illusion d'une belle famille unie. Et le prix à payer a failli être la vie de ma mère. Androsity, ma mère a acquiescé silencieusement. Écrasant une petite larme au coin de l'œil, Chantal a hoché la tête avec ferveur. Je le sais. Élodie, vous ne méritiez pas ça. Crawling. Chloé s'est sentie obligée de rajouter. Clément s'en veut terriblement. Tout ça, il est au fond du trou. Là. Plus personne ne veut lui prêter le moindre centime. Next. Maxime l'a coupé. La voix dure comme du marbre. Clément récolte la tempête qu'il a semée. Jouer au casino. C'est un choix de vie. Taper dans la caisse de la famille. C'est un choix. Refuser de payer. C'est un choix. Et notre décision de ne plus jamais l'aider est définitive. Point final. And the people. L'entrevue s'est clôturée assez vite après ça. Quand Chantal et Chloé ont quitté le café, ma mère a posé sa main sur ma joue.
Elle m'a souri. Un vrai sourire magnifique. On a gagné. Ma chérie. La vérité a triomphé. Je l'ai serrée fort dans mes bras. Oui. C'était enfin fini. Depuis ce jour au café, la dynamique de notre famille a été totalement reprogrammée. L'affection sincère n'est jamais vraiment revenue avec Chantal et Chloé. Soyons honnêtes. Mais l'hostilité perverse a complètement disparu. Nous avons établi une relation diplomatique, cordiale, à de pur respect mutuel. Lors des fêtes de Noël ou de Pâques, il n'y a plus aucun sous-entendu assassin sur mon travail ou mes origines. Personne ne remet le couvert sur les ragots du passé. Clément a fini de rembourser ses usuriers. Il a quitté la région lyonnaise pour repartir de zéro. Apparemment, la galère lui a remis les idées en place. Il a perdu de sa superbe et ne fait plus le malin. Le reste de la grande famille a gardé ses distances avec Chantal, même ses plus fidèles commères. Celles qui buvaient ses paroles remettent désormais en question ses moindres dires. Le trône de la matriarche s'est désintégré. Maxime est toujours le même homme incroyable. Celui qui s'est levé devant une armée pour défendre ma dignité. Un soir, en préparant le dîner dans notre cuisine, il s'est arrêté, m'a prise dans ses bras par derrière et m'a chuchoté. Je sais que c'est encore douloureux par moments, mais n'oublie jamais que tu n'es plus seul. Et je fracasserai le premier qui osera te manquer de respect. J'ai posé ma tête contre lui. Je sais que je ne suis pas seule. Et c'est la seule chose qui compte. Oh Zette, ma mère a repris le cours de sa vie avec une énergie folle. Après avoir tutoyé la mort, elle a développé une zénitude incroyable face aux petits tracas du quotidien. Maxime et moi allons manger chez elle presque tous les dimanches. Un jour, en épluchant des légumes avec moi, elle m'a glissé. Ma fille. Parfois, et les blessures les plus affreuses, viennent de ceux qu'on aime. Mais ironiquement, c'est aussi de ceux qu'on aime qu'on puise la force colossale de s'en relever. Avec les années, Chantal s'est adoucie. L'isolement social lui a appris la leçon de la manière la plus cruelle qui soit. Son arrogance a laissé place à de la mélancolie. De temps en temps, elle appelle Maxime, et on devine qu'elle crève d'envie d'avoir un petit enfant à gâter. Lors d'une de ses très rares visites chez moi, elle a apporté une jolie petite boîte de chocolat et m'a dit timidement « Élodie, le rire d'un bébé me manque tellement. Peut être qu'un jour. » J'ai vu une petite lueur d'espoir briller au fond de ses pupilles usées. Le sujet de l'infertilité était toujours une cicatrice sensible pour Maxime et moi, mais ce n'était plus un lourd fardeau toxique qu'on devait porter dans la honte. La famille savait. Le secret était détruit. Et cette transparence m'offrait une liberté respiratoire monumentale. Maxime et moi avons d'ailleurs relancé un protocole médical pour essayer de devenir parents. C'est un chemin long, frustrant et médicalisé. Mais on se serre les coudes à chaque étape. Parce que, quelle que soit l'issue, je sais que je ne marcherai plus jamais seule sur ce sentier. Je n'ai plus besoin d'être la belle-fille modèle pour plaire à une galerie d'inconnus. J'ai juste besoin d'être la femme de Maxime. Et la fille de ma mère. Et c'est de loin le plus beau cadeau que cette épreuve m'ait offert. La vie est loin d'être un conte de fées. Mais je connais enfin ma vraie valeur. Avec le soutien inconditionnel de mon mari et l'amour sacrificiel de ma mère, je sais que je peux traverser absolument tous les ouragans que le destin mettra sur ma route. Et cette histoire, c'est le témoignage intemporel de ma force silencieuse et du courage viscéral de ceux qui m'aiment.